La plupart d'entre nous sommes hantés par la même question silencieuse: pourquoi la vie semble-t-elle si bruit, si rapide, si chaotique et pourtant si vide? Nous poursuivons des objectifs, un statut d'approbation, et d'une manière ou d'une autre, nous restons toujours éveillés la nuit, dépassés, insatisfaits, tournants. Mais il y a 2000 ans, un homme dirigeait l'empire le plus puissant du monde et au lieu de poursuivre le bruit, il s'assoit en silence et se posait de meilleures questions. Son nom était Marc Aurèle et ce qu'il a découvert seul dans une tente de guerre, face à la mort, la trahison et le deuil pourraient encore changer votre vie aujourd'hui. Ce n'est pas un cours de philosophie, c'est de la survie, c'est du stoïcisme. Voir les méditations n'est pas juste un vieux livre, c'est un plan pour rester humain quand le monde essaie de vous faire quelque chose. Mais quand Marcus a écrit ces mots, il n'essayait pas qu'on se s'ouvre de son histoire, il essayait de s'accrocher à sa propre santé mentale, sa propre bonté. Au milieu de la douleur, de la politique et de la pression, la plupart d'entre nous ne peuvent même pas comprendre. Et la partie folle de ce qu'il a compris à l'époque s'applique à tout ce avec quoi nous luttons encore maintenant. Alors si vous avez déjà eu l'impression d'essayer de tout tenir ensemble dans un monde qui ne cesse de s'effondrer, ceci est pour vous non pas parce que le stoïcisme est une astuce de développement personnel à la mode, mais parce que c'est réel, c'est brut et c'est conçu pour des gens comme nous, des gens qui en ont marre d'être réactifs, marre de poursuivre le sens et enfin prêts à le créer maintenant. Si cela résonne en vous, même un peu, il y a un moyen simple et gratuit de soutenir ce que nous construisons ici. Cela signifie bien plus que vous ne le pensez. Appuyez sur ce bouton d'abonnement. C'est tout. Si vous êtes dans la sagesse qui s'applique vraiment à la vie réelle, vous êtes au bon endroit. Explorons les leçons qui ont aidé un empereur à rester humain. Et peut vous aider à faire de même. Marc Aurèle n'a pas écrit Méditation pour un public, il n'espérait pas avoir des suivants ou une place sur la liste des best-sellers, il ne construisait pas de marque, il écrit pour lui-même discrètement, privé, honnêtement, et c'est exactement pourquoi il est plus profond que la plupart des livres ont pu le faire. Il n'a pas été édité pour l'approbation du public, il n'a pas été conçu pour impressionner les étudiants ou flatter les empereurs, c'était un homme seul. Avec ses pensées essayant de se tenir cohérent dans un monde qui essayait continuellement de le séparer. Et dans cette honnêteté brutale, nous trouvons quelque chose de rare, de vérité qui n'a pas été diluée par le géo. Il n'essayait pas de paraître sage, il essayait de rester décent, il essayait de se rappeler comment réagir quand le monde le décevait, comment rester calme quand les autres perdent leur sang, comment s'accrocher à la vertu, alors qu'il aurait été plus facile de céder à la colère, à l'amertume ou au désespoir. C'est ce qui rend les méditations si vivantes. Elles ne vous parlent pas, elles chuchotent avec vous. Elle marche aux côtés de vos pires jours et vous offre quelque chose qu'aucune conférence ne pourrait jamais offrir. La plupart d'entre nous sommes hantés par la même question silencieuse: pourquoi la vie semble-t-elle si bruit, si rapide, si chaotique et pourtant si vide? Nous poursuivons des objectifs, un statut d'approbation, et d'une manière ou d'une autre, nous restons toujours éveillés la nuit, dépassés, insatisfaits, tournants. Mais il y a 2000 ans, un homme dirigeait l'empire le plus puissant du monde et au lieu de poursuivre le bruit, il s'assoit en silence et se posait de meilleures questions. Son nom était Marc Aurèle et ce qu'il a découvert seul dans une tente de guerre, face à la mort, la trahison et le deuil pourraient encore changer votre vie aujourd'hui. Ce n'est pas un cours de philosophie, c'est de la survie, c'est du stoïcisme. Voir les méditations n'est pas juste un vieux livre, c'est un plan pour rester humain quand le monde essaie de vous faire quelque chose. Mais quand Marcus a écrit ces mots, il n'essayait pas qu'on se s'ouvre de son histoire, il essayait de s'accrocher à sa propre santé mentale, sa propre bonté. Au milieu de la douleur, de la politique et de la pression, la plupart d'entre nous ne peuvent même pas comprendre. Et la partie folle de ce qu'il a compris à l'époque s'applique à tout ce avec quoi nous luttons encore maintenant. Alors si vous avez déjà eu l'impression d'essayer de tout tenir ensemble dans un monde qui ne cesse de s'effondrer, ceci est pour vous non pas parce que le stoïcisme est une astuce de développement personnel à la mode, mais parce que c'est réel, c'est brut et c'est conçu pour des gens comme nous, des gens qui en ont marre d'être réactifs, marre de poursuivre le sens et enfin prêts à le créer maintenant. Si cela résonne en vous, même un peu, il y a un moyen simple et gratuit de soutenir ce que nous construisons ici. Cela signifie bien plus que vous ne le pensez. Appuyez sur ce bouton d'abonnement. C'est tout. Si vous êtes dans la sagesse qui s'applique vraiment à la vie réelle, vous êtes au bon endroit. Explorons les leçons qui ont aidé un empereur à rester humain. Et peut vous aider à faire de même. Marc Aurèle n'a pas écrit Méditation pour un public, il n'espérait pas avoir des suivants ou une place sur la liste des best-sellers, il ne construisait pas de marque, il écrit pour lui-même discrètement, privé, honnêtement, et c'est exactement pourquoi il est plus profond que la plupart des livres ont pu le faire. Il n'a pas été édité pour l'approbation du public, il n'a pas été conçu pour impressionner les étudiants ou flatter les
empereur, c'était un homme seul. Avec ses pensées essayant de se tenir cohérent dans un monde qui essayait continuellement de le séparer. Et dans cette honnêteté brutale, nous trouvons quelque chose de rare, de vérité qui n'a pas été diluée par le géo. Il n'essayait pas de paraître sage, il essayait de rester décent. Il essayait de se rappeler comment réagir quand le monde le décevait. Comment rester calme quand les autres perdent leur sang. Comment s'accrocher à la vertu, alors qu'il aurait été plus facile de céder à la colère, à l'amertume ou au désespoir. C'est ce qui rend les méditations si vivantes. Elles ne vous parlent pas, elles chuchotent avec vous, elles marchent aux côtés de vos pires jours et vous offrent quelque chose qu'aucune conférence ne pourrait jamais offrir. Et d'une manière ou d'une autre, cela frappe plus fort que tous les conseils polis du monde. C'est l'étrange paradoxe des méditations. Il n'a jamais été destiné à être partagé et pourtant, c'est ce qui le rend si partageable. Sa puissance réside dans sa cruauté. Sa nature brute est ce qui lui donne du poli dans un sens plus profond. Parce qu'il n'a pas peur de paraître en désordre. Il semble propre parce que ce n'est pas performatif. C'est profond. Vous n'avez pas l'impression de lire un philosophe sur un piédestal. Vous avez l'impression de lire un homme assis dans une tente de guerre, tenant un stylo d'une main et retenant le chagrin de l'autre. Et peut-être que c'est pourquoi après toutes ces années, cela résonne-t-il encore parce que dans un monde accro à l'apparence, à la performance, à la prétention, Marcus nous montre à quoi ressemble la vérité. Il écrit : ne perdez plus de temps à débattre sur ce que devrait être un homme bon. Être celui que Laine seul a survécu à des siècles de théories politiques, d'essais moraux et de sermons religieux. Non pas parce que c'est parfaitement formulé, mais parce que c'est douloureusement honnête. Ça vous peine la peau et vous demande si vous êtes la personne dont vous parlez toujours. Devenir Carl Jung a dit un jour que le privilège d'une vie est de devenez qui vous êtes vraiment, mais pour cela, vous devez d'abord affronter les parties de vous-même que vous préférez cacher. C'est ce que faisait Marcus. Il affrontait son ego, sa colère, sa peur de la mort, sa frustration envers les autres, et ce faisant, il faisait quelque chose que beaucoup d'entre nous évitent de faire face à la vérité sans broncher. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du courage, et c'est pourquoi les méditations durent, car elles modélisent une force qui ne vient pas de la conquête, mais de la clarté intérieure. Il y a quelque chose de profondément humain dans la lire les mots d'un empereur romain qui admet qu'il perd son sang. Qui se rappelle de ne pas avoir envie d'applaudissements qui luttent contre l'ambition et le deuil comme le reste d'entre nous? Ça vous rappelle que les titres et le pouvoir ne protègent personne de la condition humaine. Aristote a dit que se connaître soi-même est le début de toute sagesse. Marcus a pris cela au sérieux. Chaque page est une tentative de mieux se connaître afin de mieux diriger, mieux aimer, mieux vivre, mieux. Ce genre de conscience de soi est intemporel et pourtant c'est plus qu'une simple introspection, c'est de la discipline. Il ne tient pas son journal pour se déchaîner, il écrit pour entraîner son esprit, pour se rappeler le genre d'homme qu'il veut être. C'est pourquoi le livre revient au même thème encore et encore. Contrôlez vos émotions, ne cherchez pas les louanges, souvenez-vous de la mort, servez le bien commun. Ce n'était pas des décorations philosophiques, c'était des garde-corps, c'était des lignes de vie, c'était un code auquel il pouvait revenir quand tout le reste s'effondrait. Platon a écrit que la première et la meilleure victoire est de conquérir soi-même. Marcus a vécu cette bataille chaque jour, vous pouvez le sentir dans la répétition, ce retour constant au même rappel, parce que quand la vie continue de vous frapper, vous n'avez pas besoin d'une nouvelle idée, vous devez vous rappeler ce que vous savez déjà. Il apprenait à rester enraciné, à garder ses pieds, à ne pas être emporté par le déluge de chaos qui nous attend tous, tôt ou tard. Et c'est là que la magie opère, car même si Méditation a été écrite pour un seul homme, elle finit par être pour tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'il n'essaie pas d'impressionner qui que ce soit, il ne prétend pas avoir toutes les réponses, il n'a pas peur de dire que j'apprends encore et dans cette vulnérabilité. Nous voyons nos propres tentatives de grandir, nos propres échecs, à être à la hauteur de nos idéaux, et nous réalisons que nous ne sommes pas seuls, que la réalisation compte parce que dans le monde d'aujourd'hui, nous noyons dans l'information mais affamés de sagesse, nous défilons sans fin, consommons constamment, mais nous nous arrêtons rarement pour réfléchir. Marcus nous rappelle de ralentir, pour réfléchir, de choisir de vivre avec un but et pas seulement en pilote automatique. Socrate a dit un jour que la vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue, mais Marcus nous montre à quoi ressemble réellement la vie examinée. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas parfait, c'est un effort quotidien pour rester aligné avec ce qui compte. Et ce qui comptait pour Marcus, pas la richesse, pas l'héritage, pas le confort, ce qui comptait, c'était le caractère, l'intégrité, la compassion, la résilience. Il n'essayait pas qu'on se s'ouvre de son souvenir, il essayait d'être utile. Et cette distinction entre la recherche de l'attention et l'offre de valeur est ce qui sépare la sagesse du bruit. Il est facile de se laisser emporter par la performance moderne pour ordonner sa vie au lieu de la vivre,
Mais Marcus vous ramène à quelque chose de plus ancien, de plus calme, de plus fort. Il vous rappelle que le but n'est pas d'être aimé des autres, c'est de vivre d'une manière que vous respectez. Pour être en paix avec soi-même quand votre tête tombera sur l'oreiller, ce genre de paix ne s'achète pas, elle ne peut pas être simulée, elle doit être gagnée, et Marcus a passé sa vie à essayer de la gagner. Quand vous lisez ces paroles, vous ne recevez pas de conseils de quelqu'un qui avait tout compris, vous recevez des notes de terrain de quelqu'un qui était dans la boue avec vous, lutte contre les mêmes batailles internes, trébuchant sur les mêmes tentations, essayant chaque jour de s'élever un peu plus haut. Cette humilité est ce qui donne au livre sa puissance, il ne crie pas, il ne le prêche pas. Marche simplement à vos côtés, c'est le genre de philosophie dont nous avons le plus besoin aujourd'hui, pas de théorie abstraite ni de jargon académique, mais d'une vraie sagesse fondée qui vous aide à gérer la vie quand c'est difficile, qui vous aide à construire une boussole intérieure en laquelle vous pouvez vous faire confiance, qui vous apprend à agir avec grâce quand tout autour de vous semble manquant de grâce. Marcus nous rappelle que le leadership n'est pas une question de domination mais une question de discipline, que la force n'est pas une question de contrôle, mais une question de caractère, et que la paix n'est pas quelque chose que le monde vous donne, c'est quelque chose que vous construisez de l'intérieur. Sa vie, c'est écrit. Son exemple, il renvoie tous à cette seule vérité, que le vrai travail est toujours à l'intérieur. Alors quand vous ouvrez des méditations, vous n'entrez pas dans l'histoire, vous entrez dans une conversation, une très ancienne conversation, très intime, très humaine, et la beauté de cette dernière est que vous êtes invité à y entrer. Vous n'avez pas besoin d'être un étudiant. Vous n'avez pas besoin de comprendre le latin, vous devez juste être honnête avec vous-même, et c'est peut-être la plus grande leçon de toutes. Le chemin de la sagesse ne se trouve pas en faisant semblant de tout savoir, il se trouve en l'admettant. L accent grave au accent grave, vous luttez encore ET, vous vous présentez quand même jour après jour, pensée après page comme Marcus l'a fait, parce que c'est CE que signifie vrai maître stoïque, ne pas fermer VOS sentiments, mais apprendre à les porter avec force, ne pas prétendre que vous êtes parfait mais essayer d'être meilleur, ne pas courir les applaudissements mais vivre PAR, principe tranquillement cohérent avec courage TCE genre DEV, il n'a pas besoin d'un public, il a juste besoin d'E toute votre attention. Vous n'avez pas besoin d'une prise qui peut sembler étrange dans un monde qui fonctionne sur les opinions, mais c'est vrai, vous n'avez pas besoin de peser. Dans chaque titre, chaque débat, chaque drame, vous n'avez pas besoin de commenter, de poster, d'arguer ou de déclarer votre position à chaque fois que le monde vous offre un projecteur. Marc Aurèle a vécu dans un monde plein de tensions politiques, de trahison, de guerre et de division sociale, et même alors, il savait que le vrai pouvoir réside dans le fait de savoir quand ne pas parler. Il a écrit que vous avez toujours la possibilité de ne pas avoir d'opinion. Il n'est jamais nécessaire de s'énerver ou de trouver votre âme à propos de choses que vous ne pouvez pas contrôler. C'est plus qu'un simple conseil, c'est une stratégie. C'est une forme d'autodéfense psychologique, parce que chaque fois que vous répondez à quelque chose qui n'a pas besoin de votre énergie, vous livrez un morceau de votre esprit, vous cédez votre concentration, vous perdez le contrôle de votre monde intérieur. Nous vivons à une époque où ne pas réagir est traité comme de l'ignorance. Restez silent, vous ne devez pas vous en soucier, ne publiez pas votre point de vue, vous ne devez pas faire attention. Mais Marcus n'essayait pas de paraître informé, il essayez d'être libre. La liberté au sens stoïque ne consiste pas à faire ce que vous voulez, il s'agit de ne pas être attiré par chaque émotion passe. Chaque bruit, chaque impulsion de réagir, pensez à la pression que nous ressentons de réagir à tout ce qui nous entre, quelque chose devient viral et il y a cette envie instantanée. Qu'est-ce que j'en pense? Suis-je d'accord ou pas d'accord? Suis-je du bon côté de cela? Mais cette pression a un coût, elle vous coûte la clarté, elle vous coûte la paix et plus important, elle vous détire de la seule chose que vous pouvez vraiment contrôler, votre propre comportement. Carl Jung a dit un jour que là où la sagesse règne, il n'y a pas de conflit entre la pensée et le sentiment, mais que cette harmonie ne se produit que lorsque nous nous arrêtons assez longtemps pour observer notre propre esprit avant de sauter. Toutes les pensées ne valent pas la peine d'être exprimées. Tous les problèmes n'ont pas besoin de votre avis et chaque instant ne nécessite pas de prendre position. Surtout lorsque cette position est plus basée sur la peur du jugement que sur une vraie conviction. Ce n'est pas une question d'apathie, c'est une question de discernement. Marcus n'était pas passif, il était délibéré. Il savait filtrer ce qui entrait dans sa conscience. Il s'est entraîné à reconnaître quelle chose mérite son énergie et celle qui n'était que du bruit. Parce que le bruit peut sembler urgent. Il veut votre attention, il demande une réaction, mais il offre rarement quoi que ce soit en retour. La sagesse, en contrepartie, attend, observe, voit la tempête, mais n'y intervient pas, à moins que cela ne soit nécessaire. Aristote a dit pour éviter la critique, ne rien dire, ne rien faire, ne rien être. Mais Marcus n'essayait pas d'éviter la critique. Il n'était simplement pas contrôlé par elle. Il ne parlait pas, juste pour être entendu. Il parlait quand ça servait au moment où ça s'alignait avec ses principes, alors que le silence aurait été malhonnête, et c'est la vraie différence. Le silence n'est pas une faiblesse quand il est choisi de la force, il devient une faiblesse quand il est utilisé pour se cacher. Nous avons tous eu des moments où quelqu'un a dit quelque chose de mal, d'offensant, de clairement dépassé,
Et nous avons intervenu. Mais plus tard, nous nous sommes sentis épuisés, non pas parce que nous avons défendu quelque chose, mais parce qu'au fond, nous savions que notre réaction n'était pas fondée sur la clarté, c'était un réflexe. Crise de trahison et de manipulation, mais au lieu de se faire prendre dans le tourbillon de la politique et de l'émotion, il est revenu encore et encore à la même question, est-ce que cela vaut ma paix? Cette question, est-ce que cela vaut ma paix, pourrait vous épargner des heures de stress chaque semaine. Vous voyez un message en ligne, ça vous dérange, vous sentez vos doigts vous démanger de taper, mais attendez, posez la question, est-ce que cet argument vaut votre clarté? Ce commentaire apportera-t-il vraiment de la compréhension, ou juste plus de division? Nous avons été formés à penser que l'engagement égale valeur, que si vous ne répondez pas activement, vous n'êtes pas pertinent. Mais cet état d'esprit est enraciné dans la peur d'être négligé, la peur d'être exclu, la peur d'avoir tort. Le stoïcisme nous enseigne que la pertinence ne consiste pas à être fort, mais à être centré. Lorsque vous choisissez de ne pas intervenir, quelque chose d'inattendu se produit. Vous commencez à remarquer davantage. Vous entendez ce que les gens veulent vraiment signifier, pas seulement ce qu'ils disent. Vous capturez les schémas derrière les problèmes. Vous commencez à répondre avec sagesse plutôt qu'avec l'émotion. Ce n'est pas du détachement, c'est de la conscience. C'est la capacité de rester en silence et écouter la vie avant d'ajouter votre propre voix au mélange. Socrate, dans son engagement envers la connaissance de soi, était célèbre pour avoir dit « Je sais que je ne sais rien » qui ne soit une défaite. C'était une libération, parce qu'une fois que vous cessez d'avoir besoin de paraître tout savoir, vous vous libérez pour apprendre réellement, et le véritable apprentissage commence par le silence. Ce silence peut se sentir mal à l'aise au début, surtout quand tout le monde crie mais donnez du temps, laissez-le s'approfondir, laissez-le devenir votre mode par défaut. Observez d'abord, puis choisir, et ne pas choisir par impulsion, mais par valeur. Ce qui est important pour vous, que représentez-vous? Pour ce qui compte, quand le bruit s'estompe, Marcus n'essayait pas d'échapper à la vie. Il essayait de s'y engager plus sagement. Il savait que l'esprit est comme une ville, il a besoin de portes. Toutes les voix ne méritent pas l'entrée, toutes les opinions ne méritent pas l'attention, toutes les émotions n'ont pas besoin d'une réaction, et ce garde-porte mental, ce choix de faire une pause est ce qui crée la stabilité intérieure. Il est facile de confondre le silence avec l'indifférence, mais les stoïques voir le silence comme une force. Ils ont compris que toutes les batailles ne valent pas la peine d'être menées. Certaines sont des distractions déguisées en raison, certaines sont des pièges émotionnels, certaines ne sont que du chaos. Vous cherchez de la compagnie, et si vous ne faites pas attention, vous devez faire partie du bruit que vous essayez d'échapper. Pensez à l'énergie que nous gaspillons à essayer de défendre notre identité, à essayer de nous expliquer, à essayer de prouver que nous sommes bons, moraux, réfléchis, intelligents. Mais voici une dure vérité. Les gens qui croient déjà en vous n'ont pas besoin d'être convaincus, et les gens qui sont engagés à vous mal comprendre ne seront influents par aucun argument. Et si vous arrêtiez d'essayer? Et si vous laissez vos actions être votre défense? Et si vous laissez votre paix parle de lui-même? Il y a une histoire sur Platon calomnié par quelqu'un en public. Un ami l'a exhorté à répondre. Pour se défendre, Platon répond calmement: je vivrai de telle manière que personne ne le croit. C'est l'essence du stoïcisme, l'intégrité, pas l'argument, l'action, pas l'opinion, le caractère, pas les applaudissements. Vous n'êtes pas obligé de gagner tous les débats, vous n'êtes pas obligé de dissoudre tous les malentendus. Parfois la meilleure réponse est de vivre si clairement que les gens ne peuvent pas déformer votre vérité, et ce genre de clarté, d'objectif, d'identité, de valeur, ne peut que grandir dans le silence. La vérité est que votre opinion est précieuse, elle n'est pas destinée à être intégrée à chaque combat, elle est destinée à être cultivée, aiguisée, approfondie, de sorte que lorsque vous choisissez de parler, vos mots ont vraiment du poids. Et voici quelque chose à laquelle vous ne vous attendez peut-être pas. Plus vous pratiquez cela, plus les gens commencent à vous respecter, non pas parce que vous êtes bruyant, mais parce que vous êtes stable, parce que dans un monde de bruit, votre silence ressort, votre calme devient une sorte d'autorité, et votre retenue devient une sorte de pouvoir. C'est ce que Marcus construisait, une puissance tranquille, une paix durable. Non pas parce que la vie était facile, mais parce qu'il refusait d'être esclave de ses propres réactions. Alors la prochaine fois que vous ressentez l'envie de peser, de vous lancer dans le débat pour prouver votre point de vue, pour mettre les points au point, pause, respirez, demandez-vous si c'est du bruit, ou si c'est nécessaire. Suis-je tiré, ou suis-je en train de choisir? Parce que cette pause peut être la chose la plus stock que vous faites, et c'est la vraie leçon ici. Le silence n'est pas l'absence d'une voix, c'est la présence de la force, c'est l'espace entre le stimulus et la réponse, l'espace où vit votre liberté, l'espace où votre paix attend. Alors non, vous n'avez pas à intervenir, vous n'avez pas à avoir une opinion, vous n'avez pas besoin de marquer chaque instant d'une étiquette. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un esprit libre, que ce soit votre pouvoir, que ce soit votre paix. Il ne prétendait pas être parfait, il se tenait responsable, une erreur à la fois. La plus grande partie de sa sagesse vient de là où il a échoué. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est exactement à quoi ressemble la croissance. Marc Aurèle, l'empereur de Rome, l'homme le plus puissant du monde à l'époque,
ne s'est pas assis sur un trône d'or et n'a pas écrit des méditations pour impressionner qui que ce soit. Il ne l'a pas créé pour gagner des adeptes. Booster son image ou assurez-vous un héritage, c'est ce qui le rend puissant. C'était privé, honnête, parfois douloureusement. C'était donc un journal, une conversation avec lui-même. Et dans cette conversation, vous ne trouvez pas un homme se vanter de ses triomphes. Vous trouvez un homme admettre encore et encore où il a glissé, où ses émotions ont pris le prison de lui, où son ego s'est inspiré, où il a oublié ses valeurs. Il a écrit quand vous vous réveillez le matin, dites-vous que les gens avec qui je travaille aujourd'hui seront des ingrats, des arrogants, des malhonnêtes. Jaloux et mauvais, ce n'est pas une citation de motivation, c'est quelqu'un qui s'entraîne à travers la frustration, c'est un leader préparant son esprit à ne pas exploser, non pas à juger, mais à réagir avec continuité, parce que Marcus savait quelque chose que nous oublions souvent, la force ne vient pas de prétendre être au-dessus de la lutte, elle vient d'être à l'intérieur de celle-ci, et de choisir de ne pas être brisé par elle. Nous vivons dans une culture obsédée par l'image avec la curation de la perfection avec la projection de la certitude, mais Marcus ne performait pas, il examinait. En fait, beaucoup d'entrées dans méditation ressemblent à des corrections mentales. Il dira quelque chose comme ne vous faites pas entendre vous plaindre, même pas à vous-même, n'est pas lui qui juge les autres, c'est lui qui est ce contrôle, c'est que le stoïsme exige, non pas que vous ne tombiez jamais, mais que vous soyez honnête lorsque vous le faites. Carl Jung a déité que jusqu'à que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre veilleté, vous l'appellerez le destin. Marcus faisait exactement cela, mettre l'inconscient à la lumière. Chaque frustration, chaque défaut, chaque spirale émotionnelle, il ne les a pas enterrés, il les a écrits, il les a regardés, et ce faisant, il a refusé de les laisser se posséder. La croissance ne ressemble pas à un film de moments forts, elle ressemble à lutter avec vos propres pensées. Elle ressemble à se réveiller et à réaliser que j'ai fait une erreur hier, mais aujourd'hui je ferai mieux. C'est ça le vrai travail, pas de grimper à un sommet imaginé de l'illumination, mais simplement rester conscient, se contrôler avant d'aller trop loin. Attrapez le déroulement avant qu'il ne se transforme en spirale. Pensez à la dernière fois où vous avez exagéré. Dit quelque chose que vous avez regretté. Gardez une rancune plus longtemps que vous n'auriez dû. Qu'avez-vous fait par la suite? As-tu blâmé l'autre personne? L'as-tu justifié ou as-tu même dit bascule que c'était de ma foi à ce moment? Là, cette petite reconnaissance est ce que Marcus pratique chaque jour, et c'est là que la croissance vit, non pas dans la perfection, mais dans la conscience de soi. Aristote a écrit se connaître est le début de toute sagesse. Marcus a pris cela littéralement chaque jour. Il s'est informé non pas des autres mais de lui-même. Suis-je gouvernalisé par la peur, par la colère, par le géo? Ce n'était pas des pensées passagères, c'était sa pratique quotidienne, sa forme de discipline, son miroir, et c'est la différence entre quelqu'un qui veut paraître sage et quelqu'un qui devient sage. L'un évite les erreurs, les cache, les nie, l'autre les expose, les examine, apprend d'elles. Dans un passage, Marcus se rappelle, si quelqu'un n'est capable de me montrer que ce que je pense ou fais n'est pas correct, je changerai heureux, car je cherche la vérité. Ce niveau d'humilité chez un empereur est stupéfiant, et ce n'est pas seulement poétique, c'est puissant, parce que la véritable croissance ne vient pas de s'accrocher, à avoir raison, elle vient d'être prête à changer d'avis quand une meilleure vérité se présente. Et n'est-ce pas la bataille? La plupart d'entre nous combattons chaque jour la tension entre le vouloir paraître bien et avoir vraiment raison, entre la défense de notre fierté et l'admission que nous avons encore plus à apprendre. Marcus s'est penché sur cette tension, il l'a laissé lui enseigner. Platon a dit un jour que la première et la plus grande victoire est de se conquérir soi-même. C'est exactement ce que Marcus tentait de faire quotidiennement. Tranquillement et imparfaitement, il n'était pas en guerre contre des armées seules, il était en guerre contre lui-même. Contre ses impulsions, sa frustration, son besoin de contrôler, son désir de riguer, sa faim de reconnaissance. Il a affronté cet ennemi non pas par la force mais avec conscience et parfois avec la reddition. C'est ce qu'est la responsabilité, pas la punition, pas la honte, mais la présence, s'approprier sa part, se voir clairement et choisir à chaque fois de s'élever un peu plus haut. Marcus ne se célébrait pas dans ses écrits, il se corrigeait maintenant et maintenant. Il écrivait des choses comme à chaque heure. Donnez votre pleine concentration, faites tout comme si c'était la dernière chose que vous faisiez dans votre vie. Il ne préchétait pas, il se rappelait à lui-même. Parce que comme nous tous, il s'est laissé distraire, il s'est émotionnel, il s'est fatigué, il a oublié ce qui comptait et au lieu de le cacher, il l'a écrit. C'est la force que Socrate a enseignée, qu'une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Marcus a examiné la sienne non une fois, pas de temps en temps, mais quotidiennement, même en tant qu'empereur, même pendant les guerres. Même en étant en deuil, ce genre de cohérence est rare et c'est là que la transformation commence. Non pas dans l'instant de clarté, mais dans l'habitude d'y revenir. On peut sentir son humanité dans les pages. Il n'y a pas de géo, pas d'arrogance. Juste un homme essayant de rester centré dans le chaos du pouvoir, de la responsabilité, de la perte et de la tentation. Il a fait face aux mêmes luttes que nous, simplement amplifiées 1000 fois.
Et pourtant, il s'est présenté. Il s'est toujours tenu à un standard plus élevé, non pas parce que quelqu'un le regardait, mais parce qu'il regardait. Pensez une seconde. Et si votre vie n'était pas regardée par d'autres, mais par votre futur moi? La version de vous dans 5 ans, dans 10 ans, celui qui est plus sage, plus calme, plus terrain. Que dirait-on de votre façon de vie aujourd'hui? Te remercierait Hélès pour ta responsabilité, ou serait-il en train de nettoyer le gâchis que ton ego a laissé derrière son porte-parole? C'est ce que Marcus a exploité. Il n'écrit pas pour les applaudissements, il écrit pour l'alignement. Il restait responsable devant la seule personne à qui il ne pouvait pas se mentir à lui-même. Et c'est peut-être la leçon la plus puissante de toutes. Le véritable respect de soi ne se construit pas sur la perfection. Il se construit sur la réalité, sur l'honnêteté. Assez pour dire que j'ai glissé, mais je le vois et je ferai mieux demain. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas facile, mais c'est rare et dans un monde obsédé. Avec des filtres, avec des performances, avec une apparence toujours en contrôle, il y a quelque chose de révolutionnaire à simplement dire que j'apprends encore. Alors si vous êtes sur ce chemin de vous tenir responsable, d'admettre où vous échec, de choisir de grandir au lieu de faire semblant, alors vous marchez déjà aux côtés de Marcus, non pas dans l'histoire, mais dans la pratique, dans l'état d'esprit, dans le courage. Parce que c'est à cela que ressemble le courage, non pas en se tenant droit sur une scène, mais en vous agenouillant tranquillement devant vos propres erreurs et en dit « Apprenez-moi ». Il liste les noms des empereurs, des hommes oubliés depuis longtemps, qui ont réglé. Qui a commandé des armées, qui a façonné des nations et dont les noms glissent maintenant dans l'histoire comme de la poussière entre les doigts, et puis dans le même souffle Marc Aurèle se rappelle « Je serai l'un d'eux oublié, finalement effacé de la mémoire comme les autres, mais il ne brinque pas, il ne désespère pas parce qu'il ne s'est jamais accroché à l'héritage, il s'est accroché au caractère. Ce changement de focus change tout. Nous vivons dans un monde obsédé par l'héritage. Comment on se souviendra de nous? Quelle grandeur notre nom sera? Combien de personnes savent qui nous sommes? Les réseaux sociaux n'ont fait qu'amplifier cette fin. La célébrité semble maintenant à un simple poste, la visibilité ressemble au pouvoir, et pourtant voici Marcus, l'homme le plus puissant de son temps, et il se dit bientôt tu ne seras que cendre ou os, un simple nom au plus, et même ce n'est qu'un son, un écho. Ce n'est pas du nihilisme, c'est de la clarté. Il ne dit pas que la vie n'a pas de sens, il dit arrêtez d'essayer de faire dépendre votre sens de choses qui ne dureront jamais, arrêtez de courir après les applaudissements que vous n'entendrez jamais. Construisez plutôt votre vie sur quelque chose que personne ne peut vous enlever, vos valeurs. Il est facile de confondre héritage et but. Mais l'héritage est externe, c'est comment le monde se souvient de votre but, est interne, c'est comment vous vivez avec vous-même. Marcus a choisi la seconde parce que l'héritage est une dépendance dangereuse. Plus vous courez être retenu, plus vous façonnez votre vie pour la foule. Vous commencez à prendre des décisions non pas parce qu'elles sont bonnes, mais parce qu'elles sont impressionnantes. Vous commencez à parler non pas avec honnêteté mais avec stratégie. Vous devez moins vous-même et plus une performance. Mais Marcus a compris ce que la plupart ne font jamais. Vous ne pouvez pas contrôler la façon dont on se souviendra de vous, vous ne pouvez que contrôler comment vous montrez ce que vous représentez, quel genre de personne vous êtes quand personne ne regarde. C'est ce qu'il voulait dire quand il a dit ne perdez plus de temps à discuter de ce qu'un homme bon devrait être. Soyez en un, non pas parce que les gens regardent, mais parce que vous regardez. Platon a écrit que la première et la plus grande victoire est de se conquérir soi-même. Marcus a pris cela au sérieux. Sa victoire n'était pas sur les partis ou les tribus germaniques, c'était sur la tentation de faire de son règne une base de pouvoir plutôt que sur des principes. Dans un monde qui le suppliait de gouverner avec domination, il a choisi la discipline dans un palais rempli de tentations. Il a pratiqué la retenue dans un empire qui lui offrait l'adoration. Il s'est humilié quotidiennement. Pensez à combien c'est rare. La plupart des gens, lorsqu'on leur donne un goût au pouvoir, en désirent plus. Ils deviennent accros à être vus, être suivis, être louanges. Ils veulent construire des monuments non seulement de pierre mais d'images. Mais Marcus a vu à travers tout ce qu'il savait. La gloire était fusible, les louanges sont temporaires. La foule et Voltaire, ce qui dure, c'est le caractère. Ce qui compte, c'est la vertu. Ce qui dure, c'est l'intégrité. Il se rappela constamment que l'opinion des gens était hors de son contrôle. Il a même écrit que tout est éphémère. La célébration et les célèbres aussi. Et pourtant, à quelle fréquence vivez-nous nos vies comme si l'approbation du public était la ligne d'arrivée? Nous travaillons pour la reconnaissance, les récompenses, les j'aime, les retweets, et nous nous demandons ensuite pourquoi nous nous sentons vides même après les avoir reçus. Parce que les applaudissements ne peuvent pas vous remplir, ils ne peuvent que vous détruire du travail qui construit vraiment la paix. Carl Jung a dit que la chose la plus terrifiante est de s'accepter totalement, et c'est ce que Marcus a fait dans les méditations. Pas parfaitement, pas tout d'un coup, mais avec persistance, jour après jour, entrée par entrée.
Il se faisait face à lui-même non pas comme une figure de grandeur mais comme un homme essayant de bien vivre non pas pour impressionner mais pour s'aligner. Il savait que son nom s'effondrait mais son âme c'était sa responsabilité, c'était son chef-d'œuvre et c'est pourquoi même s'il savait qu'il serait oublié, il écrit de toute façon non pas pour qu'on se s'ouvre de son nom mais pour se souvenir de lui-même, pour se rester centré, aligné, éveillé. On a dit un jour à Socrate que l'oracle de Delphes l'avait proclamé l'homme le plus sage d'Athènes, mais Socrate ne laissa pas gonfler son ego, il renforça sa quête de vérité pour la clarté intérieure. Il dit « Je sais que je ne sais rien parce que le but n'a jamais été de paraître sage, c'était de vivre sagement. » Le même fil traverse Marcus. Il ne se souciait pas de paraître moral. Il se soucia de devenir moral. Et c'est l'invitation que le stoïsme nous lança à ne pas courir les projecteurs, mais à éclairer notre propre chemin. À nous mesurer non pas par des applaudissements externes, mais par un alignement interne. Ai-je vécu aujourd'hui d'une manière qui reflète mes valeurs? Me suis-je respecté la norme à laquelle je prétends croire? Ai-je fait ce qu'il fallait même quand personne n'applaudissait? Ce sont les questions qui comptent. L'héritage est bruyant, le personnage est silencieux. L'héritage veut une foule, le personnage a juste besoin d'une conscience. L'héritage demande ce qu'ils diront de moi, le personnage demande ce que je sais être vrai. Et voici l'ironie, si vous vivez pour l'héritage, vous pouvez perdre à la fois l'héritage et le caractère, mais si vous vivez pour le caractère, parfois l'héritage suit de toute façon tranquillement, naturellement, comme un effet secondaire, pas un but. Marcus n'a pas pris de décision avec l'histoire à l'esprit, il a pris des décisions avec la vertu à l'esprit, et à cause de cela, l'histoire se souvient de lui non pour ses conquêtes, mais pour ses convictions. Il nous rappelle que la taille de votre scène ne détermine pas la force de votre âme. Vous n'avez pas besoin de diriger un empire pour vivre avec intégrité. Vous n'avez pas besoin d'un titre pour pratiquer l'humilité. Vous n'avez pas besoin d'un million de followers pour être ancré dans un but. Vous devez juste décider ce qui compte et vivre comme si c'était le cas. Qu'est-ce qui compte pour vous, la gloire ou la paix, la reconnaissance ou l'intégrité? Que voulez-vous que vos jours représentent? Parce qu'en finalement votre vie n'est pas construite en grands gestes. C'est construit dans les petits choix que vous faites quand personne ne vous regarde. C'est construit lorsque vous retournez le panier, lorsque vous admettez que vous avez eu tort, lorsque vous restez honnête même si cela vous coûte, lorsque vous tenez parole non pas pour le crédit, mais parce que c'est ce que vous êtes. Marcus a écrit « Si quelqu'un peut me prouver que j'ai tort et me montrer mon erreur, je changerai avec plaisir ». C'est la marque d'un homme qui n'est pas obsédé par l'apparence mais par l'authenticité, et c'est ce qui fait durer sa sagesse. Non pas qu'il avait toutes les réponses, mais qu'il continuait à poser les bonnes questions. Des questions comme quel genre de personne est-ce que je veux être? Est-ce que je vis comme ça? À quoi m'accrochais-je? Ça n'a pas d'importance? Il savait que la mort viendrait, que le temps effacerait son nom, que l'Empire romain finirait par tomber. Mais il savait aussi que l'âme humaine est intemporelle, que le courage est intemporel, que la discipline, l'humilité, la compassion et la raison ont un écho bien au-delà de tout titre ou de toute statue. Alors peut-être que le but n'est pas de se souvenir, peut-être que le but est d'être réel, de vivre de telle manière que même si personne ne raconte jamais votre histoire, les personnes que vous avez touchées n'oublieront jamais ce que vous les avez fait ressentir, pas parce que vous étiez impressionnant, mais parce que vous êtes terrifié, honnêteté, présenté. Ne construisez pas votre vie en courant les applaudissements que vous n'entendrez jamais. Construisez-la sur des valeurs que vous ne regretterez jamais. Laissez votre nom s'estomper, laissez votre visage disparaître, laissez l'histoire vous oublier, mais laissez votre âme rester intacte, laissez votre intégrité chuchoter plus fort que le monde ne crie. Et quand vous vous allongerez à la fin de la journée, que votre paix soit votre héritage. Les inondations, les guerres, la mort, la trahison, Marcus a tout enduré, les fléaux qui ont décimé l'Empire, les rébellions qui ont mis son règne à l'épreuve, la trahison de généraux de confiance, la perte d'enfants les uns après les autres. La présence constante de la mort non pas comme une métaphore mais comme un compagnon, et pourtant il a continué à apparaître jour après jour, page après page. Il est retourné à son journal, à sa discipline, à ses principes. Pourquoi? Parce qu'il a compris quelque chose. Nous oublions souvent les tempêtes à l'extérieur ne doivent pas devenir des tempêtes à l'intérieur. Il n'a pas laissé le bris DER le rendre amer, il l'a laissé le rendre meilleur, et il y a une énorme différence entre les deux. L'amertume est facile, c'est automatique. Quand la vie vous fait mal, quand les gens vous déçoivent, quand le monde semble injuste, il est naturel de se blinder. Pour fermer, pour tout voir à travers le lentille DE la douleur. Mais Marcus savait qu'une fois que vous laissez la douleur déformer votre perspective, vous perdez la seule chose que vous contrôlez vraiment, votre caractère. Alors au LUDE choix, il a choisi le chemin le plus difficile, le chemin stoïque. Il n'a pas supprimé la douleur, il l'a étudiée, il l'a examinée, il l'a laissé le façonner sans le définir. Il a écrit « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs réalisés. Ceci, et vous trouverez une force qui n'était pas une théorie, qui était une survie, parce que les événements extérieurs étaient une inondation incessive, des plaies, des troubles civils, une guerre à de multiples frontières.
Tragédie personnelle. Marcus aurait pu s'effondrer, il aurait pu devenir cruel, détaché, cynique, mais il ne l'a pas fait, il a choisi de continuer à se présenter pleinement, honnêtement, même si ça lui brisait le cœur. Il a perdu ses enfants, et s'est toujours rappelé de ne pas s'attendre à la permanence. Tu pourrais quitter la vie maintenant. Il a écrit: laissez cela déterminer ce que vous faites et dites et pensez. Ce n'était pas morbide, c'était terrain, c'était sa façon de rester connecté à ce qui comptait, parce que quand la mort est proche, vous arrêtez de perdre du temps, vous arrêtez de prendre les gens pour acquis, vous arrêtez de fuir l'inconfort. Et commencez à vous présenter à la vie exactement telle qu'elle est, même quand ça fait mal, surtout quand ça fait mal. Il n'a pas glamourisé la souffrance, mais il ne l'a pas évité non plus. Il croyait profondément que la douleur est un enseignant, pas une punition, une leçon sur ce que nous valorisons, un miroir de notre ego, un test de nos principes. Carl Jung a dit un jour qu'il n'y a pas de prise de conscience sans douleur. Marcus a vécu qu'il n'a pas échappé aux ténèbres. Il les a traversées, écrit à travers, il a grandi à travers elle. Chaque ligne de méditation est un homme aux portes de la douleur, la déception, l'injustice. Choisissant toujours la vertu. Pensée grecque. La prochaine fois que la VIE vous coupera au ventre, quand vous vous sentez abandonné, quand VOS plan s'effondre, quand quelqu'un en qui vous avez confiance vous tourne le DOS, vous avez deux choix: s'endurcir ou grandir. Marcus a choisi de grandir. Il aurait pu utiliser le pouvoir pour s'en nourrir, la distraction, le plaisir, la colère, mais il ne l'a pas fait. Il a choisi de faire face à la réalité pleinement. Éveillé, il s'est rappelé: et si c'est supportable alors? Supporte-le, arrête de vous plaindre. Ce n'était pas de la froideur, c'était de la résilience, c'était un refus d'être gouvernable par le ressentiment, la trahison. Il a fait face. La perte, il l'a acceptée. La guerre, il l'a surmontée. À chaque fois que la vie la tombe, il s'est relevé. Non pas parce qu'il était invincible, mais parce qu'il était fondé sur des valeurs, sur la discipline, dans le rappel constant que ce moment, peu importe combien il le façonne, il a une raison pour laquelle nous lisons encore Marcus 2000 ans plus tard. Non parce qu'il était parfait, mais parce qu'il a continué à apprendre, continué à aimer la vertu plus que le réconfort. Quand la peste antonine a ravagé l'Empire, il n'a pas fui en sécurité, il est resté servi, conduit même lorsque la mort a balayé à travers la population, même si sa propre santé déclinait. Il choisit le devoir, la présence, le but. C'est à ça que ressemble être présent. Et nous ne parlons pas de grands gestes. Être présent n'est pas toujours dramatique. Parfois, cela signifie simplement sortir du lit quand on ne voulait pas écrire la vérité, quand ça vous fait peur. Être gentil quand ton cœur est encore brisé. S'approprier ses émotions au lieu de les décharger sur les autres. Choisir la bonne chose quand tout semble mal. Être présent ne signifie pas être inébranlable. Il s'agit d'être engagé dans la croissance, engagé dans vos principes, engagé à vivre avec clarté même dans le chaos. Aristote a dit un jour que nous sommes ce que nous faisons à répétition. L'excellence n'est alors pas un acte, mais une habitude. Marcus a fait de se présenter une habitude, pas un acte de bravoure unique, mais une discipline répétée, une décision prise chaque jour de ne pas abandonner, ne pas s'en nourrir, ne pas laisser l'amertume prendre racine. Il a choisi de croire que la vie vaut toujours la peine d'être visitée, même quand elle le brisait, surtout quand elle le brisait. Parce que le bris DER ne doit pas vous terminer, il peut vous ouvrir, il peut adoucir le GO, développer l'âme, clarifier CE, qui compte la douleur à CE, pouvoir SI, vous laissez vous enseigner. Socrate, même en jugement pour SAVIE, a refusé d'abandonner 16 principes, il n'a pas supplié, n'a pas flatté, n'a pas vendu, il est demeuré dans la vérité, calme, fermement, pleinement présent, parce que comme Marcus, il a compris VOS, circonstances ne définissent pas votre force. VOS, choix le font, les stoïques non. Jamais promis le réconfort, ils ont promis la clarté, et la clarté commence quand vous cessez de demander « Pourquoi moi ?» et commencez à vous demander « Quoi maintenant ?» Marcus a fait face à une perte innominable et au lieu de s'effondrer, il a écrit au lieu de se cacher, il a dirigé au lieu de devenir froid, il s'est tourné vers l'intérieur. Il ne faisait pas semblant aller bien, il s'entraînait à être intégré. C'est la vraie force. Ne pas faire semblant que la vie va bien, mais choisir de vivre pleinement quand tout semble s'effondrer. Vos relations, votre carrière, votre sens de l'identité. Vous avez un pouvoir que personne ne peut vous enlever. Le pouvoir de rester engagé, non pas avec la perfection, mais avec la présence. De continuer à se présenter, à respirer, à réfléchir, à agir. La vertu au lieu de la douleur. Marcus aurait pu écrire des livres de colère, il aurait pu utiliser sa position pour réécrire le récit, blâmer les autres, se justifier, mais au lieu de ces lois, il a écrit des méditations, non pour la gloire, non pour la sympathie, mais pour l'AUTO correction, pour le réalignement, pour se rappeler ce qui comptait. Il s'est demandé à plusieurs reprises ce qui est sous mon contrôle, car cette question était son encre et elle peut être la vôtre aussi. Peu importe ce à quoi vous êtes confronté, trahison, perte, bris, DER, déception, vous avez le choix, le laisserez-vous fermer votre cœur?
Ou approfondissez votre caractère. L'amertume est facile, arrêtez simplement de vous en soucier, construisez des murs, attendez-vous au pire, mais ce n'est pas de la force, c'est de la peur déguisée. La vraie force est la vulnérabilité avec discipline, c'est dire oui j'ai été blessé, oui je me sens perdu, mais je choisis toujours d'aimer, choisis toujours de diriger, choisis toujours de vivre pas parfaitement mais honnêtement. Alors quand la vie vous coupe le souffle, souvenez-vous de Marcus, souvenez-vous de l'empereur qui pleurait en silence, s'est écrit dans le deuil et a choisi l'action. Quand la retour était plus facile, il s'est présenté pour la vie même, quand elle le brisait, et ce choix qui quotidien. L'humble choix humain est ce qui l'a rendu grand. Pas le trône, pas le pouvoir, pas l'empire, mais la décision tranquille de garder son cœur ouvert quand le monde a essayé de le fermer. Vous avez ce même pouvoir. Vous pouvez continuer à vous présenter, non pas pour l'approbation du monde, mais pour votre propre évolution, pour la personne que vous devenez à travers la lutte pour la paix qui attend de l'autre côté de la persévérance. Laissez la douleur vous façonner, pas vous définir. Laissez le brisage vous affiner, pas vous durcir. Et laissez Marcus vous rappeler qu'être brisé ne signifie pas que vous avez fini, cela signifie que vous êtes reconstruit plus sage. Plus clair, plus profond. Alors levez-vous, présentez-vous même maintenant, surtout maintenant. Votre collège, votre ex, ce conducteur qui vous a coupé la route, ils ne sont pas des blocs sur votre chemin, ils sont le chemin lui-même. On ne le sent pas toujours comme ça, on a l'impression que leurs interruptions sont des obstacles à votre paix et à votre progrès. Le collège qui microgère le X, qui a laissé des choses en attente, l'étranger qui vous manque de respect avec un coup de klaxon ou un doigt dans la circulation. Vous vous dites s'il n'était pas sur votre chemin, j'irais bien, mais Marcus Aurèle nous le rappelle. Ils sont comme il l'a écrit, les gens sont votre vraie occupation, pas votre distraction, pas votre excuse, mais votre travail, non pas pour les réparer, non pas pour les juger, mais pour les affronter comme des tests de votre propre discipline. Votre gentillesse, vos valeurs, c'est la partie qui nous manque. Nous pensons que la croissance se produit dans la solitude, dans le silence, au sommet des montagnes et sur des coussins de méditation, mais il est facile d'être calme quand personne ne vous en est-il. Est facile d'être gentil quand personne ne vous déclenche. Le vrai test, la vraie mesure de qui vous êtes et comment vous réagissez aux personnes qui défient votre ego, votre patience. Vos attentes. Marcus le savait parce qu'il l'avait vécu, il ne tenait pas de journal dans un monastère, il écrivait tout en dirigeant des armées, tout en gérant des sénateurs, tout en deuil des enfants perdus et en naviguant dans les trahis à sa cour chaque jour. Des gens tireraient sur son énergie, mettaient à l'épreuve son intégrité, exigeaient son temps et au lieu de leur envie, il les utilisait comme des miroirs, comme des rappels, comme de la pratique. Il a écrit l'obstacle à l'action fait avancer. L'action, ce qui fait obstacle, devient le chemin. Quand il dit qu'il ne parlait pas seulement de maladie ou de malheur, il parlait aussi des gens. Parce que rien ne nous déclenche plus vite que les autres personnes, il nous appuie sur les boutons, agite nos insécurités, reflète les parties de nous que nous n'avons pas entièrement maîtrisées. Mais si vous les laissez faire, il révèle aussi votre croissance, vos lacunes, votre grâce. Soyons honnêtes, il est facile d'aimer l'humanité en théorie. Eux sont les gens dans la vraie vie qui rendent les choses difficiles. L'ami qui s'éclate, le patron qui critique, le par qui ne semble jamais satisfait. Pourtant eux sont ces moments qui vous définissent non seulement comme un stoïque, mais comme un être humain, a déité un jour Carl Jung. Tous ces qui nous irritent chez les autres peut nous conduire à une compréhension d'eux nous-mêmes. C'est exactement ces que Marcus pratique. Il ne hésite seulement pas à tolérer les gens. Il utilisait ces réactions comme des signaux. S'il sentait la colère monter, c'était une invitation à l'étudier. S'il se sentait supérieur, c'était un signal pour vérifier sa fierté. S'il se sentait agréé, c'était un défi à choisir la patience. Il ne s'agit pas laisser les gens vous marcher sur les pieds, mais ne pas les laissez vous faire dévier votre chemin. La vérité est que n'importe qui peut méditer dans une pièce calme, le VRA y travaille et rester centré quand quelqu'un l'est irrespectueux lors d'une réunion, quand votre X envoie un SMS passif-agressif, quand quelqu'un vous coupe la route, que votre instinct vous consiste à répondre avec rage. Marcus ne visait pas à contrôler les autres, il visait à se contrôler lui-même. C'est le seul VRAI pouvoir que nous avons. Il rappelait ne sont pas les choses qui nous bouleversent mais nos jugements à son sujet. Il a étendu cette sagesse aux gens. Il savait que les gens ne nous bouleversent pas simplement par leur existence. C'est nos attentes, nos attachements, nos réactions, à qui nous pensons qu'ils devraient être. Cela nous bourrage, et si nous abandonnions le jugement, et si nous voyons chaque personne difficile comme un formateur qui se présente pour affiner notre patience, pour aiguiller notre compréhension, pour exposer les parties de nous qui ont encore besoin de travail. Vous n'avez pas besoin de plus de paix et de calme pour grandir. Vous avez besoin d'humilité pour voir la croissance dans le chaos, dans les conflits, dans l'inconfort. Cela signifie la négativité constante de votre collège. C'est votre terrain d'entraînement pour la compassion. L'amertume de votre ex. Un test de vos limites. Ce conducteur impoli. Une leçon de maître en autorégulation. Ce ne sont pas des obstacles, c'est le programme.
Pensez grec comme ça. Vous êtes un sculpteur et ces gens sont les cisiers non pas parce qu'ils ont toujours raison, mais parce qu'ils vous façonnent, ils vous forcent à clarifier vos valeurs, vos réactions, votre identité. Platon a écrit: soyez gentils car chaque personne que vous rencontrez mène une dure bataille. Marcus n'a pas utilisé cette idée pour excuser un mauvais comportement, mais pour se rappeler que l'empathie fait partie de la force, que la compréhension fait partie de la sagesse et que la gentillesse n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de maîtrise intérieure. Parce que soyons honnêtes, n'importe qui peut craquer, n'importe qui peut riguer, mais rester composé quand on est provoqué. C'est le pouvoir de la personne. Celui qui vous déclenche le plus est votre plus grand professeur, non pas parce qu'il est sage, mais parce qu'il révèle vos limites, les endroits où vous réagissez encore au lieu de répondre, où votre ego prend encore le volant, où vos principes vacillent, et c'est là que le travail commence. Imaginez ceci. Vous arrivez au travail et votre collègue fait un autre commentaire passif. Vous sentez votre corps se resserrer, votre cerveau faire la course pour une reprise, mais alors que quelque chose change. Vous vous rappelez qu'il ne s'agit pas d'eux, c'est vous, votre centre, votre norme. Alors au lieu de réagir, vous respirez, vous revenez au principe. Vous choisissez la réponse la plus élevée, non parce qu'il le mérite, mais parce que vous le méritez. Vous méritez de vivre démêlé par la méchérie, non ébranlé par l'immaturité, incontrôlé par les autres. Le chaos, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force stoïque. Marcus savait que le monde ne cesserait pas de le tester, les gens ne cesseraient pas d'être des gens, alors il a cessé de s'attendre à ce qu'ils changent et s'est concentré sur la maîtrise de son propre esprit. Il a écrit: quand quelqu'un fait du mal, vous devez lui pardonner, mais pas parce qu'il mérite le pardon. Le malveillant ne le mérite peut-être pas, mais parce que vous méritez la paix. C'est l'essence de la résilience stoïque. Pas réactif, pas passif, mais principe éveillé. Et soyons clairs, cela ne signifie pas que vous restez dans des situations toxiques, cela signifie que vous arrêtez de sous-traiter votre état intérieur à un comportement extérieur. Vous pouvez vous éloigner et toujours être gentil, vous pouvez fixer des limites et toujours faire preuve de grâce, vous pouvez être en désaccord et toujours rester composé, parce que la vraie discipline ne consiste pas à supprimer l'émotion mais à la canaliser avec conscience. Transformer la colère en clarté, transformer la douleur en perspective, transformer le conflit en pratique. Socrate a dit que la meilleure façon de vivre avec honneur dans ce monde est d'être ce que nous prétendons être. La plupart des gens prétendent être au-dessus du drame, mais se plient lorsqu'ils sont défiés. Marcus a visé à le vivre pour incarner les valeurs sur lesquelles il a écrit, et c'est pourquoi il n'a pas cesse de se rappeler que le monde ne vous doit pas la paix. Vous devez la cultiver, et vous le faites dans les moments difficiles. Pas en théorie mais en temps réel. Quand quelqu'un vous manque de respect, quand quelqu'un vous comprend mal, quand quelqu'un vous déçoit et que vous ne vous laissez pas rendre plus petit, vous ne le laissez pas vous durer, vous l'affrontez avec clarté, avec courage, avec compassion. C'est le stoïsme vécu. Pas seulement étudié, c'est ce que Marcus voulait dire quand il a dit que les gens sont votre occupation appropriée, non pas que vous devez les réparer, mais qu'ils vous donnent l'opportunité de pratiquer toutes les vertus en lesquelles vous prétendez croire. Patience, sagesse, courage, discipline, pardon, ce ne sont pas des idées, ce sont des actions, et votre collège, ce pilote, ils sont le terrain d'entraînement, ils ne sont pas en dehors de votre chemin, ils sont le chemin, et chaque fois que vous les rencontrez avec la vertu au lieu de la vengeance, vous ne les laissez pas gagner, vous vous laissez gagner, vous affirmez vos valeurs. Construire votre identité, solidifier votre paix, alors arrêtez d'attendre que le monde vous facilite les choses, devenez meilleur en vous montrant plus fort, pas plus en colère, plus fort, parce que c'est ainsi que vous récupérez votre pouvoir, non pas en les contrôlant, mais en vous maîtrisant. Marcus le savait, maintenant vous aussi. Et si ce que vous détestez est ce qui vous aide le plus? Nous n'aimons pas penser de cette façon, la douleur est supposée être mauvaise, la frustration est quelque chose qu'on nous dit d'éviter, l'inconfort, c'est un échec, n'est-ce pas? Mais les stoïques offrent une perspective différente. Un refrain: et si la chose même que vous essayez de fuir est ce qui vous façonne, et si l'obstacle ne bloque pas simplement votre chemin, c'est votre chemin. C'est le changement stoïque, la douleur devient du carburant, les problèmes deviennent de la pratique, tout devient une opportunité, si vous choisissez de le voir de cette façon. Ce n'est pas de la positivité toxique, ce n'est pas de prétendre que tout est bien, c'est quelque chose de plus profond. C'est la discipline de demander: qu'est-ce que cela m'apprend même quand vous êtes au milieu du désordre? C'est refuser de laisser la douleur être gâchée. Marc Aurèle n'a pas eu une vie facile, il n'a pas écrit sur la lutte en théorie, il a écrit de l'intérieur, il a enterré des enfants, mené des guerres, enduré des PD, a été trahi par des amis, a fait face à la maladie, l'insomnie, et une énorme pression, et pourtant, à plusieurs reprises, il s'est rappelé que l'obstacle à l'action fait avancer l'action, ce qui fait obstacle devient ce que ça semble poétique, mais c'est aussi douloureusement pratique. Il dit: cette chose, je déteste, cette chose, je n'ai pas demandé, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Pourquoi? Parce que l'adversité ne vous montre pas seulement qui vous êtes, elle fait de vous qui vous êtes. Pensez aux moments de votre vie qui vous ont le plus changé. Était-ce le confort qui vous a transformé, ou était-ce la perte de pression, le défi?
Ce sont presque toujours les moments difficiles qui nous sculptent. Carl Jung a dit un jour qu'il n'y a pas de prise de conscience sans douleur. Marcus serait d'accord parce que la douleur brise l'illusion du contrôle. Elle expose où nous sommes fragiles, où nous avons construit sur un terrain fragile, mais elle nous montre aussi de quoi nous sommes capables, de ce que nous pouvons enduire, de ce dont nous pouvons nous élever, de ce que nous pouvons devenir. Le refrain stoïque n'est donc pas seulement intellectuel, c'est existentiel. C'est une façon de traverser la vie les yeux ouverts, prêt à voir la douleur non pas comme l'ennemi mais comme un instructeur. Déité que vous avez un travail que vous détestez, il vous épuise, il vous frustre, vous vous sentez coincé, la plupart des gens s'énerveraient, se plaigneraient sans fin ou abandonneraient impulsivement, mais l'approche stoïque est différente. Vous faites une pause, vous vous demandez qu'est-ce que cela m'apprend? Peut-être que cela vous montre ce que vous valorisez, peut-être que cela révèle à quel point votre identité est liée à la validation externe. Peut-être que cela vous apprend à fixer des limites. Pour trouver le courage de clarifier votre objectif, l'inconfort n'est pas le problème, c'est le retour d'information. Il en va de même aux relations, ce bris ce rejet, ça pique, mais ça vous démasque aussi, ça vous montre où vous avez placé votre valeur, où vos attentes étaient irréalistes, où votre guérison doit encore travailler, et ça vous donne un choix, amertume ou profondeur. Le stoïque ne supprime pas la douleur, il la refond, il travaille avec elle. Aristote dit: nous sommes ce que nous faisons à répétition. L'excellence n'est alors pas un acte mais une habitude, et cette habitude commence avec la façon dont nous interprétons la difficulté. Si vous voyez les difficultés comme un échec, vous rétrécirez, mais si vous les voyez comme de la matière brute inconfortable, mais essentielle, alors vous commencez à grandir. Rapprochons cela de vous, vous fixez un objectif, vous commencez une habitude, vous prenez la décision de changer, mais alors la vie vous repousse, vous ressentez une résistance. Vous vous sentez tenté d'arrêter, vous pensez que ce n'est peut-être pas censé être, mais, et si cette résistance était la preuve que ça vaut la peine? C'est ce que le stoïcisme nous enseigne. Toute transformation significative est forgée par la friction, les muscles se développent à partir de la tension. Les esprits grandissent par le défi, les âmes grandissent par la pression. Les stoïques ne glorifient pas la souffrance pour elle-même, ils refusent simplement de la gaspiller. Marcus n'a pas dit apprécier la douleur, il a dit utilisez-la, parce que si vous êtes prêt à vous asseoir avec elle, l'étudier, répondre, vous pouvez transformer même les pires jours en votre fondation la plus solide. Viktor Frankl, le psychologue et survivant de l'Holocauste, a dit un jour que lorsque nous ne sommes plus capables de changer une situation, nous sommes défiés de nous changer. C'est la voie stoïque, ne pas tout contrôler, mais devenir plus fort, plus clair, plus libre en toute chose. Alors la prochaine fois que vous êtes frustré, faites une pause et demandez quelle est la leçon ici. La prochaine fois que vous êtes blessé, faites une pause et demandez qu'est-ce que cela m'apprend sur moi-même. La prochaine fois que la vie semble injuste, faites une pause et demandez comment puis-je surmonter cela, et pas seulement survivre. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de l'alchimie. Transformer la frustration en concentration, transformer la déception en direction, transformer le chaos en clarté. Marcus n'est pas devenu sage parce que la vie était facile, il est devenu sage parce qu'il est resté éveillé pendant les tempêtes. Il a tenu un journal, il s'est posé des questions, il a pris la responsabilité de ses émotions. Même quand ils l'ont submergé, il a écrit: si vous êtes peint par une chose extérieure, ce n'est pas cette chose qui vous dérange, mais votre propre jugement à ce sujet, et il est en votre pouvoir d'effacer ce jugement. Maintenant, remarquez ce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit que vous devriez nier la douleur. Il n'a pas dit faire comme si ça ne faisait pas mal. Il a dit remettre en cause votre interprétation, parce qu'une fois que vous réalisez que vous pouvez choisir votre cadre, vous pouvez choisir votre réponse, vous avez déjà récupéré votre pouvoir. La chose que vous détestez peut être celle qui vous sauve. L'échec qui vous humble. Le rejet qui vous redirige, le silence qui vous apprend à écouter, la lutte qui façonne votre résilience, mais seulement si vous le laissez faire, seulement si vous cessez de résister à ceux qui étaient commencés à l'utiliser pour devenir qui vous êtes censé être. Socrate a été condamné à mort pour avoir dit la vérité, il n'a pas paniqué, il n'a pas fui, il a accepté son destin non parce qu'il voulait mourir mais parce qu'il croyait à l'intégrité plus qu'au confort. C'est l'esprit stoïque, pas l'acceptation passive, l'acceptation délibérée, l'abandon actif. Alors quand vous vous sentez coincé, en colère, honteux, pause et si ce moment. C'est exactement ce dont vous avez besoin, non pas pour vous punir, mais pour vous préparer, non pour vous briser, mais pour vous construire. Il a du pouvoir là, il a de la paix là, et surtout, il a de la liberté là, parce que vous cessez d'être une victime de la vie, vous devez un partenaire de votre propre évolution, et c'est ce que Marcus voulait pour lui-même, pour nous, non pas une vie sans problème, mais un esprit formé à les affronter avec sagesse. Alors la prochaine fois que la vie vous donne quelque chose que vous n'avez pas demandé, faites une pause et posez-vous la question la plus stoïque de toutes. Et si cela m'aidait? Marcus a dit que nous devrions être comme le rocher sur lequel les vagues se brisent.
Et il n'a pas dit ça à la légère, il l'a vécu, les vagues de sa vie n'étaient pas métaphoriques, elle était brutale, implacable et réelle, la mort traquait ses enfants, la guerre consumait ses frontières, la trahison politique a mis sa confiance à l'épreuve, il était l'empereur du plus puissant empire du monde, mais même lui ne pouvait pas ordonner au temps de la vie de se calmer, il ne pouvait pas arrêter les tempêtes, alors il est devenu le rocher toujours présent, impacule, parce que la vie n'arrêtera jamais de vous lancer des tempêtes, elle se fait peu importe quel est le bien de vos intentions. Il ne s'adapte pas à VOS plan, il n'y a pas DE sale, DE pause, pas DE temps mort, pas DE destination finale, accent grave, tout est enfin stable, enfin facile, enfin calme, c'est le fantasy ET, plus vite vous lâchez prise, plus vous devenez libre, voyez les stoïques n'ont pas perdu DE temps à fantasmer sur une VIE parfaite, ILSS se sont entraînés pour la VIE qu'il avait marqué, ne cherchait pas un moyen DE contourner l'adversité. Il cherchait un moyen DE la traverser, c'est CE que le rocher représente, pas la perfection, pas le déni, mais la préparation, l'esprit discipliné, qui dit que je ne peux pas choisir la tempête. Mais je choisis comment je m'y montre, et c'est là que vit votre pouvoir, on nous apprend à briser, à courir, à rechercher le réconfort, à reculer quand la vie devient désordonnée, mais et si la tempête n'est pas là pour vous briser, et si elle est là pour vous révéler, Marcus croyait que c'était, il croyait que les vagues de la vie ne vous testent pas seulement, elles vous montrent qui vous êtes, et quand vous n'aimez pas ce que vous voyez, c'est votre travail, alors vous apprenez à rester immobile. Non pas par apathie, mais par conscience, par profondeur. L'immobilité n'est pas l'absence d'émotion, c'est le refus de laisser l'émotion départ votre comportement, c'est la sagesse de ressentir pleinement sans perdre pied, et ce genre d'immobilité c'est rare, c'est puissant, c'est ce que les gens veulent dire. Quand ils disent que quelqu'un a de la présence, ce n'est pas du volume, c'est de la gravité, c'est quelque chose que vous cultivez instantanément, décision par décision, vague par vague, frappe, rendons cela personnel, vous êtes aveuglé, peut-être qu'une relation se termine, peut-être qu'un travail échoue, peut-être que quelqu'un en qui vous avez confiance se retire contre vous, vos instincts crient, réagissent, paniquent, s'effondrent, mais alors que quelque chose de plus calme parle, retenez votre souffle. Restez avec CE moment DE pause, c'est la différence, c'est elle, accent grave, que le rocher commence à se former, vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous n'avez pas besoin DE vous sentir prêt, il vous faut juste arrêter DE, donner votre force à chaque vague qui s'écrase, vous ne poursuivez pas la vague, vous ne devez pas la vague, vous endurez la vagueté, vous apprenez qu'elle passe toujours, vous commencez à comprendre que l'immobilité n'est pas l'inaction, c'est l'intention, c'est la présence, c'est CE qui vous permet de réagir avec clarté au lieu de réagir avec le chaos, et ce n'est pas de la froideur, c'est de la puissance intérieure. Parce que n'importe qui peut exploser, n'importe qui peut se fermer, n'importe qui peut crier à la tempête, mais celui qui reste terrifié réfléchit, composé, cette personne devient inabrasible, elle devient ce dont le monde a besoin, mais voire rarement. Aristote a écrit n'importe qui peut se mettre en colère, c'est facile, mais être en colère contre la bonne personne au bon degré, au bon moment, pour le bon but, ce n'est pas facile, c'est la discipline que Marcus pratique, pas la répression, le discernement. Il n'était pas sans émotion, il ressentait profondément, mais il savait aussi que les émotions sont la météo, et que l'identité est le sol sous-tendant. Si vous confondez les deux, vous serez toujours emporté par la prochaine tempête. Le but n'est donc pas d'éviter les tempêtes, le but est de construire une fondation intérieure plus large que les vagues, plus profonde que les vents, qui peut rester immobile même lorsque le monde autour de vous ne le fait pas. Et oui, il sera testé, vous serez critique, mal compris, oublié, blessé, et vous serez tenté de briser votre caractère juste pour faire valoir un point. Mais voici la vérité. Marcus a vécu, rien ne vaut votre paix, rien ne vaut votre intégrité au moment où vous laissez extérieur. Le chaos façonne votre boussole intérieure, vous avez perdu plus que n'importe quel ennemi ne pourrait vous prendre, alors vous restez debout non pas pour les applaudissements ni pour prouver rien, mais parce que vous avez décidé qui vous êtes, et les tempêtes ne réécrivent pas l'identité, elles la révèlent. Carl Jung a dit que seul ce qui est vraiment soi a le pouvoir de guérir, et la guérison commence lorsque vous cessez de faire semblant d'être la tempête et commencez à devenir le rocher, lorsque vous ne cherchez plus le contrôle sur tout ce qui vous entoure, mais commencez à développer la maîtrise de ce qui est en vous, et cette maîtrise n'est pas bruyante, elle ne demande pas d'être vue. C'est juste comme un rocher dans les ressources, comme le calme au milieu d'une tempête, comme une âme qui est enracinée même lorsque le sol tremble. Alors la prochaine fois que la vie lance une autre vague, elle se demandera, est-ce que je vais m'effondrer dedans cela? Est-ce que je vais me rappeler que je n'ai pas besoin de bouger juste parce que quelque chose a essayé de me déplacer? La tempête passera, et vous serez toujours là inébranché, mais allons encore plus profondément, que signifie vraiment aimer son destin, non seulement quand il est neutre mais quand il semble injuste? Cela signifie passer dans un ordre supérieur de responsabilité personnelle, cela signifie dire même cela. Oui, cela aussi fait partie de mon histoire, non seulement accepter les chapitres que vous aimez, mais respecter ceux qui vous ont failli briser, car le feu ne choisit pas ce qu'on y jeté, il prend simplement tout et brûle plus intense. Et voici ce que la plupart des gens ne réalisent jamais. Les parties de votre vie qui vous semblent une punition peuvent en fait être les parties qui vous préparent à la chose pour laquelle vous êtes né. Peut-être que cette relation douloureuse vous a enseigné des limites. Peut-être que ce travail que vous avez perdu vous a appris de la valeur.
Peut-être que cette maladie vous a fait regarder à l'intérieur. Pour la première fois votre VIE, la leçon n'est pas toujours claire quand vous êtes à l'intérieur, mais la clarté vit avec le temps. Le courage est la volonté demander non pas pourquoi cela m'arrive, mais qui suis-je en tant que c'est la lentille stoïque. Ce n'est pas une astuce pour se sentir mieux, c'est un entraînement de l'âme pour s'approfondir. Marcus croyait que rien d'extérieur ne pouvait vraiment vous nuire à moins que cela n'endommage votre caractère. Tout le reste, blessures, insultes, malheurs, n'était que de l'argile brute matérielle. Vous êtes le sculpteur. Vous décidez quelle forme il prend dans votre vie. Alors, quand le monde vous tue, c'est le pire chez vous, que faites-vous? Vous le façonnez, vous le refondez, vous dites que cela deviendra une partie de la fondation sur laquelle je m'appuie, cela deviendra quelque chose d'utile, c'est une pratique, et comme toutes les pratiques, vous n'y parviez pas toujours, il y aura des jours où vous ne voudrez pas l'accepter, des jours où vous mauderez la douleur, des jours où vous retournerez à de vieilles habitudes de ressentiment, mais même cela aussi devient partie du travail, la croissance n'est pas une ligne droite, c'est un escalier en colimaçon, parfois vous retournez juste pour réaliser le distance que vous avez progressif, et à travers tout ça le feu brûle toujours. Rappelez-vous que chaque fois que vous dites que cela ne devrait pas se produire, vous renforcez la croyance que la vie doit obéir à vos attentes, mais elle ne le fera jamais. Les stoïques savaient que la vie ne promet pas l'équité, elle se promet seulement elle-même. Votre travail n'est pas de contrôler le scénario, votre travail est de jouer votre rôle avec excellence. Quelle que soit la scène qui vous est présentée, Sénèque a écrit « Un joyau ne peut être poli sans friction, ni un homme perfectionné sans épreuve. » Marcus a vécu cette vérité. Vous aussi, vous pouvez le faire, car le pouvoir n'est pas dans ce qui se passe, le pouvoir est dans votre interprétation, le pouvoir est dans la façon dont vous lui attribuez un sens. Et la signification la plus fortifiante que vous puissiez attribuer est la suite. C'est ici pour me faire grandir. Ça ne rend pas la douleur moins réelle, ça rend la douleur valable. Et plus vous pratiquez ce refrain stoïque radical et libérateur, plus vous commencez à marcher différemment, à parler différemment, à vous porter différemment, parce que maintenant vous ne résistez plus à la vie. Vous coulez avec elle, vous ne reculez pas devant le feu, vous êtes le feu, et le monde a l'impression qu'il ne le comprend peut-être pas, mais il ressent la constance, l'ancrage, la confiance tranquille qui vient de quelqu'un qui a aimé même ces moments les plus difficiles. Quelqu'un qui n'a pas peur d'être éprouvé, parce que quand vous aimez, c'est eux qui arrivent, rien ne peut vous posséder, vous n'êtes pas prisonnier des résultats, vous n'êtes pas otage des circonstances, vous n'attendez pas que le monde soit parfait pour pouvoir ressentir la paix, vous portez votre paix en vous, vous protégez cette paix non pas en vous protégeant la vie mais en déité, oui à tout cela, c'est n'est pas naïf, c'est n'est pas la faiblesse, c'est la force dans sa forme la plus pure. Alors la prochaine fois que quelque chose va mal, et cela va, vous savez déjà quoi faire. Ne le tolérez pas simplement. N'attendez pas simplement qu'il s'arrête, recevez-le, transformez-le en carburant, laissez-le vous aiguiser, car il ne suffit pas d'accepter ce qui arrive, aimez-le et laissez-le enflammer votre âme, écrivez-le pour le laisser aller. Pourquoi Marcus tenait-il un journal tous les jours? Car la réflexion crée de la distance, et la distance vous donne de la perspective, quand la vie vous entraîne dans son chaos, quand les émotions sont fortes, quand votre esprit s'emballe, tenir un journal devient une encre, non pas pour échapper à la tempête, mais pour prendre juste assez de recul pour en voir la forme. C'est ce que Marcus a compris, il n'écrit pas pour impressionner qui que ce soit. Ses pages n'étaient pas remplies de pensées polies, elle était brute, inégale, répétitive, c'est parce qu'elle n'était pas destinée au monde, elle était destinée à lui, pour la partie de lui essayant de rester debout dans un monde qui changeait constamment sous ses pieds. Il écrit pour voir son esprit sur papier, car quand vous écrivez, le tourbillon de vos pensées doit ralentir suffisamment pour devenir des mots, et quand les pensées deviennent des mots, elles deviennent visibles, gérables, moulables au lieu de se noyer dans le sentiment. Vous commencez à trouver une forme. C'est le premier don de tenir un journal, il transforme l'émotion en quelque chose que vous pouvez étudier plutôt qu'en quelque chose qui vous contrôle. Marcus ne tenait pas de journal parce qu'il n'avait rien de mieux à faire en tant qu'empereur, il tenait un journal parce qu'il avait trop de choses à faire, diriger un empire, perdre ses enfants, gérer la guerre, la trahison, la maladie. Il ne tenait pas de journal pour se conforter, il tenait un journal pour survivre et non pas pour survivre comme sang. Débranché mais pour survivre avec santé mentale, avec clarté, avec force, quand il a dit que vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas des événements extérieurs qui n'étaient pas abstraits. C'était une sagesse acquise capturée par écriture pendant des moments de profond travail intérieur. L'écriture crée cet espace lorsque quelque chose vous frustre et que vous écrivez à ce sujet. Le simple acte de le mettre dans une phrase peut réduire son emprise sur vous, il vous force à nommer ce que vous vivez et nommer un pouvoir. Carl Jung a souvent parlé de l'esprit inconscient, comment ce que nous ne comprenons pas en nous-mêmes nous gouverne, mais tenir un journal met l'inconscient à la lumière, l'inconnu devient connu, c'est ainsi que vous récupérez votre pouvoir.
Vous affrontez vos pensées, vous ne bronchez pas, vous ne vous distractez pas, vous vous assisez avec la vérité et vous l'invitez sur la page et une fois qu'elle est sur la page, vous pouvez commencer à voir où je me mentis à moi-même, où j'évite la responsabilité, où je tombe dans des schémas qui ne me servent plus. Marcus faisait ça constamment, il se remet en question plus que quiconque d'autre, non pas parce qu'il se détestait mais parce qu'il aimait l'idée de devenir meilleur. Le journal était sa façon de sculpter son âme, chaque page un ciseau, chaque entrée un coup d'honnêteté en soi. C'est ce qu'est le stoïsme, pas la froideur. Pas le détachement, mais la propriété radicale de votre vie intérieure, et l'écriture est l'une des façons les plus puissantes de vivre cette propriété. Nous vivons dans un monde bruyant. Tout le monde veut parler, peu veulent comprendre. Tout le monde veut réagir, peu prenant le temps de réfléchir. Marcus a choisi la réflexion et cela montre que ses méditations sont pleines de conflits internes et externes, mais renvoyant toujours à la discipline de la perception. La perception, comment vous voyez ce qui vous arrive. L'écriture vous forme, ce qui aiguille vos capacités. S'observer sans jugement et se demander: c'est eux que je ressens vraiment ici, qu'y a-t-il sous cette colère, cette peur, cette fierté? C'est dit. Vous ralentis dans cette lenteur, la perception a une chance d'émerger. Les stoïques connaissaient le danger des émotions non examinées. Les émotions ne sont pas l'ennemi, mais l'émotion incontrôlée. C'est eux qui détruit les empires, c'est eux qui aiment tes fins ou amitiés, c'est eux qui aveuglent le jugement. C'est pourquoi Marcus a écrit, parce que l'émotion incontrôlée obscurise l'esprit et un esprit obscuré ne peut diriger ni un pays, ni une famille, ni même lui-même. Ainsi, il a écrit. Certaines entrées sont des rappels, d'autres sont des corrections, certaines sont sévères, d'autres d'une tendance déchirante. Il se parlait à lui-même, mais ce faisant, il a fini parler à nous tous. Nous lisons Marcus aujourd'hui parce qu'il a osé penser à travers le chaos au lieu d'y réagir, et l'écriture lui a donné la place pour le faire. Quand vous prenez un stylo ou que vous vous asseyez devant un clavier, vous faites plus qu'enregistrer votre journée. Vous excavez votre âme. Vous dites que je ne vais pas être prisonnier de mon esprit. Je vais en devenir son maître. Pensée par pensée, mot par mot. Tenir un journal ne semble pas toujours profond sur le moment. Parfois, vous ne faisiez que déverser de la frustration sur la page. Mais même cela, c'est particulièrement précieux car c'est honnête et l'honnêteté envers soi-même est le fondement de tout vrai changement. Marcus n'a pas filtré ses pensées. C'est ce qui rend son écriture intemporelle. Il a admis quand il était frustré. Il a admis quand il échouait. Il a écrit sur le fait d'être fatigué. D'être tenté d'essayer d'être bon dans un monde qui récompense souvent le contraire. Ce genre d'honnêteté est rare et c'est ce qui le rend digne de confiance. Il n'était pas performant. Il traitait. Et dans ce processus, il est devenu plus fort. Écrire est un moyen d'interrompre le bruit, de sortir du flou de la vie et de demander ce qui se passe vraiment ici et cette distance. Cette pause est souvent tout ce dont vous avez besoin pour voir votre situation avec un regard neuf. Vous commencez à reconnaître des modèles, vous commencez à voir ce à quoi vous continuez à réagir, vous commencez à remarquer ce que vous avez évité, et lentement, une sorte de carte intérieure se forme, un enregistrement de votre pensée, une trace de votre transformation. Marcus nous a laissé cette trace, non pas explicitement, mais Dieu merci, il l'a fait. Parce qu'en le lisant, on nous rappelait que la sagesse ne se trouve pas, elle se construit, elle se taille dans la pratique quotidienne de se présenter à la page quand on n'en a pas envie, de lutter avec ses pensées jusqu'à ce que quelque chose de clair et de fondé apparaisse. Nous pensons souvent à l'écriture comme une expression, mais dans le stoïcisme, l'écriture est une inspection, un outil de vérité, un moyen de suivre la distance entre qui vous êtes et qui vous aspirez à être. Cette distance compte, car il est facile de tromper les autres. Plus difficile de se tromper soi-même si vous êtes honnête et sur la page. Cette honnêteté révèle votre vrai travail. Il vous montre où vous avez agi par ego, où vous avez blâmé les autres, où vous avez abandonné vos principes, et il vous montre aussi où vous avez grandi, où vous avez fait une pause au lieu de réagir, où vous avez choisi la force plutôt que l'impulsion, où vous avez fait preuve de compassion face au chaos. La page se souvenit même lorsque vous ne vous en souvenez pas et plus vous écrivez. Plus vous évoluez non pas dans de grandes épiphanies, mais dans une clarté tranquille et cohérente dans la réflexion qui s'accroît au fil du temps. C'est ainsi que Marcus a formé son esprit à diriger. Pas seulement les autres mais lui-même, et c'est comment vous pouvez faire la même. Vous n'avez pas besoin de mots parfaits, vous n'avez pas besoin d'un système, vous devez juste commencer à écrire sur ce qui vous dérange, ce dont vous avez peur, ce que vous évitez, ce que vous voulez, ce qui vous manque, ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Personne n'a à le voir, c'est la beauté, ce n'est pas de la performance, c'est de la pratique, et cette pratique répétée construit quelque chose d'inestimable. Perspective, et de la perspective vient la paix, et de la paix vous vous déplacez dans le monde moins réactif, plus ancré, plus conscient.
Vous arrêtez de dire tout ce qui vous vient à l'esprit, vous arrêtez de poursuivre des choses qui n'ont pas d'importance, vous commencez à choisir vos pensées avec intention, vous devenez plus délibéré, plus discipliné, et non pas parce que quelqu'un vous l'a dit, mais parce que vous avez découvert ce qui compte, c'est ce que fait l'Écriture, c'est pourquoi Marcus l'a fait, et c'est pourquoi vous devriez le faire aussi. Il voulait être plein d'amour mais exempt de passion destructrice, et cette distinction compte plus que la plupart des gens ne le réalisent, parce que l'amour dans sa forme la plus pure élève, il renforce, il vous rend meilleur. Pas plus besoin, mais quand l'amour est déformé par une passion incontrôlée, il peut devenir ce qui nous affaiblit. Marc Aurèle a compris qu'il ne cherchait pas à supprimer ses émotions, il s'entraînait à la clarté émotionnelle. Vous voyez que la passion, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, elle consume votre jugement, elle vous tire hors de vous-même. Les stoïques ont vu cela non pas comme un signe d'EVIE, mais comme un manque discipline, non pas parce qu'il était froid ou détaché, mais parce qu'il comprenait avec quelle facilité la flamme l'amour pouvait se transformer en un FEUDE forêt qui détruit. Marcus ne voulait pas être immunitaire contre l'amour. Il voulait aimer juste avec continuité, avec perspective, avec force. C'est le genre d'amour le plus rare, celui qui ne panique pas quand quelqu'un l'éloigne, celui qui ne s'effondrait pas sous le rejet, celui qui ne naît pas de la faim mais de la plénitude. La plupart de ce que nous appelons amour aujourd'hui n'est que de la possession enveloppée de poésie. C'est le désir qui exige l'affection, qui négocie la passion, qui submerge. Marcus ne voulait rien de tout ça, il voulait quelque chose de plus profond, il voulait un amour qui puisse supporter la déception, sans s'effondrer, qui pourrait exister sans chercher constamment la validation, qui pourrait donner librement sans perdre son centre, parce que quand vous vous perdez dans quelqu'un d'autre, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance, et la dépendance engendre la peur de la perte, peur de l'abandon, peur de ne pas être assez, et la peur est la racine de tant de douleurs dans les relations, pas seulement romantiques, mais dans les familles, amitiés, même avec les collègues. Quand vos émotions vous possèdent, vous n'êtes pas libre, et le stoïsme est avant tout une question de liberté intérieure. Marcus pratique un amour qui était fondé, mesuré, toujours chaud mais pas chaotique. Il a compris ce que Aristote a écrit un jour: aimer, c'est vouloir le bien de l'autre, c'est tout, pas de possession, pas de désir, juste le désir de voir quelqu'un s'épanouir, qu'il reste ou qu'il parte, qu'il vous retourne votre amour ou non. C'est le genre d'amour qui ne vous détruit pas, c'est le genre d'amour qui vous donne vraiment la vie à tous les deux. Il est facile de confonder ce genre d'amour avec le froid, mais ce n'est pas de la froidité, c'est de la force, le genre de force qui peut retenir la douleur sans la projeter, qui peut voir clairement même lorsque des émotions surgissent, et peuvent rester enracinées dans des valeurs au lieu d'être tirées par les humeurs. La passion destructrice est de l'amour sans discipline. Elle dit que j'ai besoin que tu se comportes d'une certaine manière pour que je puisse me sentir bien. Mais l'amour stoïque dit que je t'aimerai sans condition parce que ma paix ne dépend pas de tes choix. Il y a un pouvoir dans cette liberté. Marcus voulait cette liberté. Il y a travailler chaque jour. Quand il écrit sur la tempérance et la raison, il ne se ferme pas. Il construit une structure intérieure qui pouvait contenir à la fois l'amour et la logique sans s'effondrer sous l'un ou l'autre. Cet équilibre ne se fait pas simplement. Il doit être construit, et il est construit en examinant vos impulsions, en observant comment vous réagissez lorsque vous êtes blessé, lorsque vous êtes ignoré, lorsque vous êtes tenté de réagir par orgueil, par peur ou par désir. C'est là que vous vous entraînez, c'est là que vous vous demandez: est-ce que j'aime depuis mon moi le plus élevé ou depuis mon moi blessé? Les stoïques n'étaient pas contre l'émotion. ILS était contre le fait d'être gouverne PARL. La clarté émotionnelle ne signifie pas ne jamais ressentir. Elle signifie savoir ce que vous ressentez et choisir comment réagir. Elle signifie faire une pause assez longtemps pour se demander si c'est de l'amour ou de l'attachement. Est-ce de la compassion ou du contrôle? Que la pause change tout. La plupart des gens ne font pas de pause, ils réagissent, ils s'agressent, ils s'accrochent, ils courent et puis ils appellent ça de l'amour. Mais le vrai amour a de la place pour la pause, pour le souffle, pour la pensée. Il ne vous précipite pas à la folie, il vous appelle à la présence. C'est ce que Marcus recherchait, et vous pouvez le sentir dans ses écrits, dans la façon dont il parle des autres, dans la façon dont il se parle à lui-même. Il savait que l'amour sans contrôle devient une obsession, que la compassion sans limite devient un chaos. Et cette passion incontournable, peu importe sa poétique, assouplit en fin de compte celui qui la ressent. Il a donc écrit son chemin vers la sagesse. Il s'est rappelé que les émotions sont des signaux, pas des ordres, que le désir est naturel, mais pas toujours noble, que même l'amour doit être examiné, purifié, placé sous la guidance de la raison. Ce n'était pas de la froideur émotionnelle, c'était de la maturité, et la maturité est la volonté d'aimer sans dépendance, de se connecter sans se perdre, de prendre soin profondément et de toujours s'éloigner si s'éloigner est ce que vos valeurs exigent.
C'est rare mais c'est possible et ça vaut la peine d'être pratique parce que quand votre amour est clair, quand il n'est pas obscurci par la peur ou le besoin, ou le contrôle, vous devenez plus digne de confiance, vous arrêtez de manipuler, vous arrêtez de jouer à des jeux, vous devenez quelqu'un avec qui les autres se sentent en sécurité parce qu'ils savent que vous n'utiliserez pas leur affection comme levier, et vous vous sentez plus en sécurité aussi parce que vous ne comptez plus sur les autres. Pour vous compléter, vous êtes complété, vous avez construit votre centre, vous avez fait le travail intérieur. Ce travail intérieur est ce qui rend l'amour stoïque, si profond, il n'est pas marquant, il n'est pas bruyant. Mais c'est stable, c'est le genre d'amour qui peut rester en silence avec vous et ne pas vous sentir gênant, le genre qui n'a pas besoin d'être constamment exprimé pour se sentir réel, le genre qui s'exprime le plus dans l'action, dans la présence, dans la cohérence. Nous pensons souvent à la passion comme à un feu qui brûle chaud, mais les stoïques voyaient un feu différent, celui qui brûle continuellement, le genre qui réchauffe sans brûler, qui éclaire votre chemin sans vous aveugler. C'est la clarté. Émotionnel, c'est quand vous pouvez dire je t'aime et le penser non pas parce que vous voulez quelque chose de quelqu'un mais parce que vous avez choisi d'offrir quelque chose de vous-même. Librement, sans corde, sans performance, c'est quand vous pouvez traverser le bris et ne pas le laisser vous durer, quand vous pouvez rester ouvert dans un monde qui vous donne toutes les raisons de vous fermer, quand vous pouvez ressentir profondément mais toujours agir avec sagesse. Ce n'est pas facile, c'est pourquoi c'est rare, mais Marcus nous montre qu'il est possible, qu'il a choisi l'amour, mais il a choisi le genre d'amour qui construit, qui aiguille, qui élève, pas celui qui vous noyait dans votre propre désir, pas celui qui érode votre sens de soi, mais celui qui survit à la perte, qui survit au temps, qui survit même à la mort de la personne que vous aimiez, parce que l'amour était réel et le vrai amour laisse une empreinte que le chaos ne peut effacer. Alors soyez plein d'amour mais exempt de passion destructrice, soyez chaleureux mais clair, soyez gentil mais enraciné, parce que la force la plus rare est de tout ressentir et de choisir avec sagesse, et c'est ce que Marcus pratique chaque jour. Soyez un, il écrit, ne discute pas à ce sujet, ne parle pas, soyez juste. Marcus n'était pas intéressé par les apparences, il ne cherchait pas un débat philosophique, il cherchait l'intégrité, il voulait vivre en alignement. Pas seulement en parler parce qu'il savait ce que beaucoup oublient encore, que la vérité n'est pas prouvée par l'éloquence, elle l'est par l'incarnation. Combien de personnes prêchent la patience mais explosent au moment où les choses tournent mal? Combien de personnes parlent de discipline tout en négociant toutes les excuses pour ne pas se présenter? Nous vivons dans un monde plein d'artistes, de personnages soigneusement sélectionnés, de mots motivants qui ne touchent jamais à l'action. Marcus a rejeter tous à son écriture est un rappel à quelque chose de plus simple, de quelque chose de réel, une vie où vos valeurs sont visibles. Pas dans vos slogans mais dans vos habitudes, dans vos réflexes, dans la façon dont vous vivez quand personne ne vous regarde. C'est ce qu'il voulait dire par soyez un esprit, une norme, une seule façon d'être en public et en privé, pas fracturé par l'humeur ou l'approbation, pas déchiré entre ce que vous dites et ce que vous faites mais solide, tout unifié parce que la tête est force et fragmentation. Cette division intérieure entre vos mots et votre comportement est une faiblesse qui saigne dans tout. Marcus ne prétendait pas la perfection, loin de là, il écrit souvent parce qu'il ne parvient tout simplement pas à être à la hauteur de ses propres normes. Mais il n'a pas défendu ses erreurs, il les a observées, il en a appris des leçons, il les a utilisées pour aiguiser son objectif. Chaque entrée était une correction de cours pour retourner à la personne qu'il croyait pouvant être. Nous en avons tout besoin parce qu'il est facile de parler de valeur quand la vie est facile. C'est dans les difficultés que notre vraie nature se montre. C'est là que l'être un est testé. Quand quelqu'un vous calonne, réagissez-vous avec amertume ou vous tenez-vous à votre principe de grâce? Quand vous êtes tenté de mentir pour éviter les conséquences, vous pliez ou vous tenir dans la vérité? Lorsque votre ego est brisé, vous ragrimez ou restez-vous composé? Vous n'avez pas besoin de dire un mot pour répondre à ces questions. Votre vie Y répond pour vous. N'expliquez pas votre philosophie, incarnez-la. Marcus a dit ça. Et c'est plus profond que nous l'admettons souvent, parce que les mots sont confortables. L'incarnation est coûteuse, elle signifie un sacrifice, elle signifie rester sur une ligne alors qu'il serait plus facile de la laisser échapper. Elle signifie choisir ce qui est juste par rapport à ce qui est facile. Encore et encore, c'est le travail, pas les paroles, pas l'image, mais l'effort invisible de vivre commun, l'une des formes de paix les plus profondes. Vous pouvez expérimenter, c'est savoir que vous êtes la même personne, peu importe où vous êtes ou avec qui vous êtes. Que vous ne changez pas pour vous intégrer, ne vous posturez pas pour être aimé, mais que vous restez qui vous êtes sans avoir besoin de le diffuser. Ce genre de congruence rayonne la force, pas la force éclatante, la force tranquille. C'est ce que Marcus a cultivé, une vie où les principes ne dépendent pas de conditions, où la dignité n'était pas à afficher. C'était une base de référence qui ne signifiait pas qu'il n'a jamais témoigné, mais quand il l'a fait, il ne s'est pas caché derrière la philosophie, il Y est retourné, pas comme une théorie. En pratique, il savait qu'au moment où vous séparez vos valeurs de votre comportement, vous affaiblissez les deux. Vous devez diviser, et une personne divisée est vulnérable à tout, à la pression des pairs, au doute de soi, à l'impulsivité.
à la recherche sans fin de l'approbation. C'est pourquoi il revenait sans cesse à l'unité, non pas comme une abstraction mystique, mais comme une plénitude pratique, un alignement émotionnel, mental et moral. Carl Jung a écrit un jour, « Vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous disiez que vous ferez ». C'est un écho psychologique de la sagesse stoïque. Les jeunes comme Marcus ont compris que nos vies ne sont pas façonnées par ce que nous avons l'intention de faire, mais par ce que nous répétons. Le chemin stoïque n'est pas une idéologie, c'est une architecture vécue, une architecture qui ne tient que SIVOS action la tienne. Alors, à quoi cela ressemble-t-il au quotidien? Ça ressemble à tenir vos promesses, même les petites, surtout les petites, parce que la façon dont vous faites quoi que ce soit reflète la façon dont vous faites tout. Ça ressemble à choisir la retenue par rapport à la rage, la concentration par rapport à la distraction, le but par rapport à la popularité. Ça ressemble à être le genre de personne. Vos mots décrivent non pas une seule fois mais habituellement c'est de l'intégrité, non de la perfection, mais de la cohérence, l'alignement, le refus de vivre comme deux personnes différentes. Marcus savait que le danger de la discussion philosophique est qu'elle peut devenir du théâtre parlé, devient un substitut à l'action, mais le stoïque ne cherche pas à paraître sage, le stoïque visera à devenir sage et la sagesse n'est pas ce que vous dites quand les projecteurs sont allumés, c'est comment vous portez quand personne n'applaudit. Être un, c'est résister à la fragmentation, rejeter l'idée que votre moi au travail, votre moi en famille, votre moi en ligne, votre moi seul, peut être différent, des personnes avec des normes différentes. Ce n'est pas de la flexibilité, c'est de la désintégration et cela érode la paix lentement et silencieusement. Cela engendre des conflits intérieurs parce qu'une partie de vous sait toujours quand vous n'êtes pas en synchronisation avec vous-même. C'est pourquoi cette ligne est importante. Elle vous rappelle non pas à une réinvention dramatique, mais à un petit alignement courageux. Soyez honnête quand c'est gênant. Soyez gentil quand ce n'est pas mérité, soyez discipliné quand personne ne le remarquera, soyez ancré quand la vie est chaotique. Et quand vous échec et vous le ferez, ne le justifiez pas, ne le rationalisez pas, revenez simplement, revenez au chemin, à la norme, à la vérité qui vit en vous. C'est ce que Marcus a fait, c'est pourquoi ces paroles nous parviennent encore des siècles plus tard, parce qu'elles n'étaient pas du marketing, elles étaient des rappels, des coups de pouce silencieux d'un homme essayant quotidiennement de devenir celui qu'il dit vouloir être. Vous pouvez sentir cette sincérité dans chaque phrase. Il n'y a pas de prédication, pas de jugement, juste de la réflexion et un engagement féroce pour l'unité. Soyez un, pas juste le penser, pas juste le dites, soyez-le. C'est simple, pas facile mais simple, et cette simplicité est son éclat car dans un monde qui vous tire constamment dans 100 directions, l'invitation à être un est un retour au pouvoir, au calme intérieur, à la paix, au type de caractère qui n'a pas besoin d'applaudissements pour être entier. Alors choisissez l'unité en pensée, en parole, en action, pas seulement une fois mais à chaque fois. Cela compte surtout lorsque personne ne regarde car c'est là que vit votre vraie force. Vous n'avez pas besoin de changer de carrière pour trouver du sens quel que soit votre rôle. Dans Empereur hors interne est le terrain idéal pour la croissance. Nous avons tendance à romantiser le sens comme s'il nous attendait dans un avenir idéal que nous n'avons pas encore atteint, mais Marc Aurèle n'a pas attendu, il n'a pas dit une fois que j'en aurais fini avec les guerres et la politique alors je deviendrai sérieux au sujet de la philosophie. Il l'a vécu au palais, au combat, aux réunions, dans le deuil, dans le stress, il la pratique là où il se tient. Parce que le stoïsme n'est pas une retraite de la vie, c'est une façon plus profonde de vivre à l'intérieur. La philosophie, pour lui, n'était pas un luxe, c'était de l'oxygène, et non pas parce qu'il avait le temps, mais parce qu'il en avait fait. Parce qu'il savait que la vraie pratique de la philosophie se produit en plein milieu de vos responsabilités, et non en dehors d'elles. Il est tentant de croire que si nous changions simplement de travail, déménagions dans une ville différente ou trouvions une nouvelle passion, nous débloquerions soudainement l'épanouissement. Mais Marcus a vu quelque chose de plus profond. Le sens n'est pas une question d'emplacement, c'est une question d'attention. C'est la façon dont vous choisissez de voir et de réagir à votre vie, pas où vous en êtes. Vous pouvez être un concierge et avoir plus de sagesse qu'un PDG. Vous pouvez travailler de nuit et vivez avec plus de détermination que quelqu'un ayant 5 diplômes, parce que la détermination n'est pas un titre, c'est une posture, c'est la décision de se présenter les yeux ouverts et de demander quel genre de personne je deviens dans la façon dont je fais ce travail. C'est la question qui a façonné la vie de Marcus et c'est celle que le stoïsme apporte à chacun de nous, quelle que soit notre profession, peu importe que vous nettoyiez des sols ou que vous dirigez des nations, vous présentez avec intégrité, pratiquez-vous la patience, affinez-vous vos pensées, alignez-vous vos actions avec vos valeurs. C'est le tableau de bord stoïque et c'est la raison pour laquelle le sens est toujours à portée de main, parce que le sens ne consiste pas à s'échapper de là où vous êtes, mais à s'engager là où vous êtes pleinement, honnêtement et avec tout votre moi. Tant de personnes perdent des années à poursuivre l'illusion qu'elles doivent trouver l'emploi parfait pour être en paix. Mais Marcus nous rappelle que la paix ne se trouve pas dans l'évasion,
Elle se trouve dans la présence en intégrant votre philosophie dans chaque conversation, chaque responsabilité, chaque défi. Viktor Frankl, le psychiatre autrichien qui a survécu à l'Holocauste, a écrit que la vie n'est jamais rendue insupportable par les circonstances mais seulement par le manque de sens et de but qui fait écho à la vérité stoïque. Le sens n'est pas passif, il est créé, construit, forgé dans le feu de votre expérience quotidienne. Et quel meilleur endroit pour pratiquer que l'endroit où vous êtes déjà. Le travail dont vous vous plaignez, c'est la salle de classe. Le collègue qui vous frustre, c'est votre professeur. Les tâches bancaires, c'est votre terrain d'entraînement. Et non, vous n'êtes pas obligé de tout aimer. Marcus Ney, accent aigu, certainement pas tous les aspects d'être empereur dont il parlait souvent. À quel point la cour peut être épuisante, à quel point la politique était épuisante, mais il n'a pas laissé cela être une excuse pour vérifier. Il s'est penché, il s'y est donné non pas une version sculptée par l'amertume, mais une version raffinée par la discipline. Il a compris que la seule chose pire qu'un travail difficile est un esprit épuisé dans ce travail. C'est pourquoi la philosophie n'était pas quelque chose qu'il faisait le week-end. C'était dans les pauses entre les rapports militaires. C'était dans les instants avant de parler au Sénat. C'était dans les décisions qu'il prenait quand personne ne regardait. C'est là que le sens se cache. Pas dans des emplois différents mais dans une attention plus profonde. Vous n'avez pas besoin d'abandonner votre carrière pour vivre pleinement. Vous devez habiter votre journée différemment pour traiter chaque tâche comme une chance d'incarner VOS principe. C'est ce que Marcus a fait, c'est ce qu'a fait Épictète. L'ancien esclave devient enseignant. C'est ce que les stoïques ont transmis, non pas des règles pour la retraite, mais des outils pour vivre maintenant quand vous commencez à voir le travail non pas comme un obstacle à votre croissance, mais comme son arène même. Tout change. L'attitude de votre patron devient votre test de composure. Cette feuille de calcul ennuyeux devient une leçon de patience. Ce client difficile devient votre opportunité de pratiquer la présence. Il ne s'agit pas de prétendre que les choses subjectives comptent plus qu'elles ne le sont. Il s'agit de reconnaître que vous comptez, et comment vous choisissez de gérer ces choses subjectives révèle qui vous devenez. Le monde n'a pas besoin de plus de gens essayant d'échapper à leur vie. Il a besoin de plus de gens qui se présentent pour eux, pleinement engagés, profondément ancrés, radicalement responsable. C'est ce que Marcus a modélisé. C'est pourquoi nous lisons ses pensées privées aujourd'hui, des siècles plus tard, parce qu'il a vécu sa philosophie dans la cuisinière main de la vie réelle. Vous n'avez pas besoin de porter une robe ou de citer des textes anciens pour être un philosophe. Il vous suffit de décider: mon caractère est mon métier, ma conduite est mon programme d'études. La philosophie n'est pas seulement pour le monastère, c'est pour la salle de réunion, le chantier, la cuisine, le centre d'appel, le quart de l'hôpital à 2 heures du matin, parce que c'est là que la vie se passe. Et si la philosophie ne vous rencontre pas là, ce n'est pas de la vraie philosophie, c'est de la performance. Ce que le stoïsme offre n'est pas une évasion du monde, c'est une méthode pour vivre sainement à l'intérieur de celui-ci. C'est ce qui le rend si pratique. Il ne dit pas de fuir vos responsabilités, il dit d'apporter de la vertu. Il ne dit pas d'attendre le travail parfait, il dit d'être excellent dans celui que vous avez. Et si votre situation est injuste ou insoutenable, alors bien sûr travaillez pour la changer, mais n'attendez pas de vivre avec un but, n'attendez pas d'appliquer la discipline pour cultiver le caractère, pour diriger avec sagesse, parce que ces choses sont disponibles maintenant, elles sont à vous de pratiquer là où vous êtes en ce moment. Voici pourquoi les méditations de Marcus sont si puissantes, parce qu'il ne prêchait pas à partir d'un lieu de facilité. Il était fatigué, il était débordé, il perdait des gens qu'il aimait, et pourtant il se posait les questions difficiles. Il essayait pourtant de se présenter avec vertu. Il n'avait pas besoin d'un nouvel emploi, il avait besoin de rester ancré, et c'est peut-être ce dont vous avez besoin aussi, pas d'une réinvention de toute votre vie, mais d'un réengagement avec votre vie intérieure. La vérité est que vous vous amènerez partout où vous allez. Donc si vous êtes distrait, amer, démotivé dans une carrière, cette même version de vous apparaîtra dans le prochain. Le changement le plus profond vient de l'intérieur et le stoïcisme vous donne l'objectif pour commencer ce changement. Donc la question n'est pas quel travail me donnera du sens, mais comment puis-je donner du sens au travail que j'ai déjà. C'est là que vit le pouvoir, c'est là que la paix commence, non pas en attendant que le monde s'aligne sur vos attentes, mais en choisissant de vous aligner sur ce qui compte. Peu importe où vous êtes, alors apportez le meilleur de vous. Même là où vous êtes avec ce que vous avez, ce n'est pas un contentement, c'est de la souveraineté. Et Marc Aurèle l'a vécu jusqu'à son dernier souffle. Marc savait qu'il serait oublié, pensait que l'un des hommes les plus puissants de l'histoire, dirigeant de l'Empire romain, commandant d'armée, gardien d'une civilisation, a regardé sa vie et a vu à quel point elle était petite dans le grand schéma du temps, et au lieu de fuir ce fait, il l'a accepté. Il ne s'est pas accroché à son titre, il n'a pas mis sa valeur dans des monuments ou des médailles, ou si les livres d'histoire se souviendraient de son non, il voulait simplement être bon. Pendant qu'il était ici, c'est la partie qui frappe le plus fort, il voulait juste être bon.
Pas célèbre, pas louange, pas immortalisé, juste bon. Ce genre d'humilité de la part de quelqu'un dans sa position est presque impossible à imaginer aujourd'hui. Nous vivons dans un monde où les gens sont constamment à la reconnaissance. Abonné, j'aime héritage, mais Marcus a tourné son attention vers l'intérieur. Il s'est concentré sur son personnage, pas sur son image, sur comment il a vécu, pas sur comment on se souviendrait de lui, parce qu'il a compris une vérité que la plupart des gens manquent. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le véritable héritage n'est pas la statue, c'est la façon dont vous traitez la personne à côté de vous. Nous dépensons tellement de notre énergie à essayer d'avoir un impact. Mais l'impact le plus profond que vous aurez jamais ne sera pas dans les titres ou les livres d'histoire. Ce sera dans un moment de calme, un mot gentil, un coup de main, la façon dont vous avez mis quelqu'un en sécurité, la façon dont vous avez choisi la compassion plutôt que l'orgueil, la façon dont vous avez écouté alors que vous auriez pu simplement parler. C'est la vraie marque que vous laissez. Non pas parce qu'elle est flash, mais parce qu'elle est réelle, parce qu'elle se répercute. Un acte de décence propage un acte de grâce, plante des graines que vous ne verrez peut-être jamais pousser, mais elles pousseront tout de même. Marcus aurait pu écrire sur les batailles et les politiques et les réformes, mais de quoi a-t-il écrit dans ses méditations? La bienveillance, la patience, la maîtrise de soi, la présence. Il a écrit sur comment se comporter et non sur comment impressionner le monde. Il savait qu'une statue peut survivre 1000 ans, mais un esprit généreux survit même à cela parce qu'il survit dans les vies qu'il touche. Nous parlons beaucoup d'héritage comme si c'était quelque chose que nous construisons plus tard après l'avoir fait, mais Marcus nous rappelle que l'héritage c'est maintenant. Il ne vous attend pas à la fin de votre carrière, il se passe dans la façon dont vous traitez les gens aujourd'hui, maintenant, dans la façon dont vous répondez au téléphone, dans la façon dont vous gérez les critiques, dans votre façon de rencontrer les gens avec jugement ou avec douceur. Il n'a pas été trompé par l'idée que l'héritage se mesure en réalisation. Il a vu que la vraie mesure est dans l'intégrité, dans la mesure où vos actions correspondent à vos valeurs, dans la façon dont les gens se sentent plus humains, plus vus, plus valorisés après avoir été autour de vous. Et c'est quelque chose que tout le monde peut laisser derrière vous. Vous n'avez pas besoin d'être un empereur, vous devez juste vous en soucier, vous devez juste essayer. Carl Jung a dit un jour que la moindre des choses qui a un sens vaut plus dans la vie que la plus grande des choses sans elle. Marcus a vécu qu'il ne mesurait pas ses jours par leur grandeur mais par leur bonté. Il cherchait du sens dans les petits choix, comment il salue quelqu'un, comment il gérait la pression, s'il restait fidèle à sa parole. C'est ce qui le rendait puissant, pas seulement le trône, mais la discipline derrière elle, le refus de laisser le pouvoir pourrir son âme, l'engagement à être décent même lorsque personne ne lui aurait blâmé d'être cruel ou dépourvu ou égoïste, parce qu'il comprenait qu'aucun titre ne dure, aucun monument ne garantit le respect, tout ce qui s'effondrait. Mais la gentillesse laisse une forme dans le monde qui ne s'estompe pas. N'oubliez pas comment quelqu'un vous a traité quand vous étiez vulnérable. N'oubliez pas la personne qui est restée calme quand les autres paniquent. N'oubliez pas le leader qui a dirigé avec le cœur et non avec le géo. Marcus a donc fait le choix de ne pas être remommoré mais d'être bon. Et c'est peut-être la question que nous devons tous porteurs dans notre journée. Est-ce que j'essaie d'être remommoré ou est-ce que j'essaie d'être bon? Ce ne sont pas les mêmes. Être remommoré peut conduire à la fierté, à la performance, à l'ego. Être bon conduit à la présence, à la patience, à une force constante qui n'a pas besoin de public. C'est ce que Marcus a pratiqué et c'est ce qu'il nous a laissé. Un rappel que votre véritable héritage est dans la façon dont vous faites ressentir les gens, dans la façon dont vous vous montrez, dans la façon dont vous aimez, dirigez et vivez. Pas plus tard, mais maintenant. C'est ce qui dure, c'est ce qui compte et c'est ce qui est en votre pouvoir. Chaque jour, pas de coup dramatique, pas de révision massive. Juste une bonne action à la fois, c'est ça. C'est comme ça que Marcus a construit son caractère et c'est comme ça que nous construisons le nôtre, pas dans de grands gestes. Pas dans des transformations parfaites du jour au lundi, mais lentement, silencieusement, à répétition. C'est peu glamour, c'est humble et c'est exactement pourquoi ça marche. Nous vivons dans un monde obsédé par la vitesse, les résultats rapides, le changement instantané. On nous apprend à croire que la vraie transformation vient de quelque chose de bruyant et de magique. Quitter son travail, se déplacer à travers le monde, commencer une toute nouvelle vie, en une seule étape audacieuse, mais ce n'est pas ainsi que le caractère se forme, ce n'est pas ainsi que la force intérieure se construit. Marcus savait qu'il n'avait pas essayé de devenir un homme meilleur en appuyant sur un interrupteur, il l'avait fait en choisissant instant après instant. Faire la prochaine bonne chose, ce n'est pas excitant mais c'est réel et c'est ce qui le rend puissant. Vous vous réveillez, vous êtes fatigué, vous vous présentez toujours, c'est une bonne action. Vous êtes critique injustement, vous faites une pause au lieu de vous enfoncer, c'est une bonne action. Vous êtes tenté de mentir pour vous protéger, mais vous dites la vérité, une bonne action. Vous êtes pressé et quelqu'un a besoin d'aide, vous ralentissez, vous aidez, une bonne action. Ce ne sont pas le genre de gestes qui font les titres mais ils font une vie parce que chacun est un vote, une petite affirmation du genre de personne
Tu es en train de devenir la prochaine bonne chose et toujours suffisant. Tu n'as pas besoin de planifier tout ton avenir, tu n'as pas besoin de réparer toute ta vie cette semaine, tu as juste besoin de passer à l'étape suivante, bon, puis celle d'après celle-ci et celle d'après celle-ci. C'est ainsi que les composés de caractère. Pense à la façon dont Marcus a écrit, il n'a pas écrit comme quelqu'un qui était arrivé, il a écrit comme quelqu'un encore sur le chemin. Ces pages sont remplies de rappels. À lui-même, soyez honnête, soyez patient, ne vous laissez pas attraper par le drame, contrôlez vos pensées, retournez au présent, pas une fois, pas en théorie, mais chaque jour encore et encore. C'est la VOE stoïque, pas la brillance, pas le spectacle. La répétition, car la répétition forme l'identité. Faites-le une fois, et c'est juste une action. Faites-le 100 fois, et cela devient une habitude. Faites-le 1000 fois, et cela devient ce que vous êtes. C'est comme ça que quelqu'un devient calme. C'est comme ça que quelqu'un devient fort. C'est comme ça que quelqu'un devient digne de confiance. Pas tout d'un coup, mais étape par étape, jour après jour, décision par décision. Et même quand vous glissez, même quand vous échecquez, cela fait toujours partie du processus. Marcus a glissé aussi. Il s'est énervé. Il a été distrait, mais il n'a pas abandonné. Il est revenu tranquillement, humblement, il a repris là où il s'était arrêté et a recommencé. C'est ce qui compte, pas la perfection de votre performance, mais la persistance de votre effort, parce que chaque fois que vous faites la prochaine bonne chose, même quand vous n'en avez pas envie, même quand c'est gênant, vous approfondissez les racines de qui vous êtes. Carl Jung a écrit un jour, vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous disiez que vous ferez. C'est pourquoi Marcus n'a pas juste parlé de vertu, il a essayé de la vivre, non pas pour impressionner les autres, mais pour s'aligner avec lui-même, et la vérité est que personne ne voit la plupart de ses choix, personne n'applaudit. Le moment calme où vous résistez au commérage, ou la patience dont vous faire preuve quand quelqu'un est impoli, ou le moment où vous tenez votre langue au lieu d'encourager, mais vous le voyez, vous le ressentez, et avec le temps vous le devenez. Ce sont les vraies réussites, pas les moments dramatiques, mais ceux qui sont constants. On nous dit de rêver grand, et c'est très bien, mais si vous voulez vivre avec un but, vous n'avez pas besoin d'un grand rêve, vous devez faire la prochaine bonne chose et continuez à le faire. C'est ce que Marcus a fait, et c'est ce que vous pouvez faire aujourd'hui, pas un jour. Alors commencez petit. Restez stable. Continuez à revenir et laissez la vie que vous construisez parler plus fort que n'importe quel moment. Il y a quelque chose de plus important que de faire le prochain pas. C'est d'y revenir après avoir perdu votre chemin. Nous glissons tous. Nous réagissons tous de manière que nous regrettons. Nous faisons tous des promesses. Nous les rompons. Et quand cela arrive, il est facile de se sentir comme si tout le chemin était ruiné. Comme si un échec annulait tout ce que vous avez fait. Mais c'est juste votre ego qui parle. Ce n'est pas la voix de la raison et ce n'est pas la voix des stoïques. Marcus le savait profondément. Vous pouvez le sentir dans la façon dont il s'écrit à lui-même. Il ne tenait pas de journal comme un homme qui avait tout compris, il tenait un journal comme quelqu'un qui revenait constamment au centre, à la vertu, à lui-même. C'est pourquoi les méditations nous parlent encore, parce qu'il ne s'agissait pas de réussite, mais d'alignement. Encore et encore, peu importe combien de fois vous vous trompez, vous pouvez toujours choisir la prochaine bonne chose. C'est le noyau de la force stoïque. Non pas la perfection, mais le refus d'abandonner votre chemin juste parce que vous avez pris un mauvais tour. Soyons honnêtes. Commencer est facile. Revenir est plus difficile. N'importe qui peut être motivé une fois, que n'importe qui peut suivre 16 principes pendant quelques jours, mais que se passe-t-il après un échec, après un fond, après un revers qui vous laisse un centime de honte? C'est le moment qui définit vraiment votre croissance, parce qu'il ne s'agit pas de savoir si vous êtes tombé, mais de la façon dont vous réagissez à la chute. La plupart des gens sombrent dans la culpabilité, ou pire, ils prétendent que cela n'est jamais arrivé et passe à autre chose sans réflexion. Mais le stoïque ne fait pas non plus. Le stoïque revient tranquillement, sans drame, sans performance, juste une correction de cours tranquille et honnête. Vous n'avez pas besoin d'une réinvention complète. Vous devez juste revenir à ce qui compte, et vous n'avez pas besoin d'attendre lundi ou le mois prochain. Vous pouvez revenir maintenant. C'est à quel point vous êtes puissant, car ce choix de revenir est un micro-mouvement de l'âme. C'est un acte de rébellion contre la voix qui dit que vous avez tout gâché. C'est une déclaration qui dit non, je n'ai pas fini, et avec le temps, ces petits retours deviennent votre véritable fondation. Carl Jung a dit, je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. Cette citation est différente quand vous réalisez qu'il ne s'agit pas des grandes transformations. Il s'agit des petits choix qui reconstruisent votre alignement instantanément, surtout après que vous en soyez tombé. Réfléchissez comment construire la confiance avec un ami. Ce n'est pas en s'attendant à ce qu'il soit parfait, c'est en regardant comment il revenir après avoir fait une erreur. L'admettent-ils? S'excuseront-ils? Apprendront-ils? C'est ainsi que vous construisez la confiance avec les autres et avec vous-même. Chaque fois que vous revenez, vous vous dites, je n'ai pas abandonné qui je veux être. Cette voix est plus forte que la honte, parce que la honte veut que vous vous identifiez.
Avec votre pire moment, mais le stoïsme vous rappelle que vous n'êtes pas votre pire moment, vous êtes celui que vous choisissez d'être après ce moment, et choisir de revenir encore et encore est l'une des formes de force les plus honnêtes qui existent. Le monde voit le succès dans les séries, dans la perfection, dans les grandes victoires, mais le stoïque voit le succès dans les réinitialisations, dans ce matin calme, où vous vous sentez épuisé, mais vous restez toujours assis en silence pendant 5 minutes dans cette semaine difficile où tout a mal tourné, mais vous choisissez toujours de ne pas craquer votre partenaire dans cet échec, où au lieu de vous cacher, vous réfléchissez. Ce sont les vraies victoires. Ils ne deviendront pas viraux, mais ils construiront une vie. Marcus a échoué, il s'est fêté, il a perdu patience, il s'est senti dépassé, et il a écrit à ce sujet non pas pour se faire honte mais pour rester honnête. Il savait que l'AUT aux tromperies est bien plus dangereuse que l'échec, alors il a choisi la conscience, il a choisi la responsabilité, il a choisi de revenir. Et vous pouvez aussi, disons que vous avez perdu votre sang aujourd'hui, cela ne signifie pas que vous êtes perdu, car cela signifie que vous êtes humain. La chose stoïque n'est pas de faire comme si ce n'était pas arrivé, c'est de faire une pause, réfléchir, demander « Pourquoi est-ce arrivé à QOI, j'ai réagi, que puis-je faire la prochaine fois ?» Ce moment de réflexion est le retour, ou peut-être avez-vous cédé à une distraction, passé 1 heure à défiler, alors que vous avez du travail à faire. Ok, et maintenant vous n'avez pas besoin de vous battre, vous devez choisir la prochaine bonne action, vous devez avancer non pas par culpabilité mais par clarté. C'est ainsi que Marcus a formé son esprit, il n'a pas attendu le moment parfait, il n'a pas été paralysé par la culpabilité, il s'est concentré sur ce qu'il était maintenant. Sénèque a dit que chaque nouveau départ vient de la fin d'un autre départ, qui inclut les petits redémarrages, les réinitialisations mentales que vous choisissez à chaque fois que vous perdez la concentration. Et retrouvez la façon dont vous réinitialisez votre énergie, vos efforts, vos normes, non pas pour être parfait, mais pour être intentionnel. Au fil du temps, cela devient un rythme, gâcher, réinitialiser, réaligner, grandir. Vous commencez à vous attendre à des faux pas, non pas comme des échecs, mais comme une partie de l'entraînement. Vous arrêtez de viser des jours parfaits et vous commencez à viser des jours honnêtes. Vous arrêtez de vous définir par vos mauvais moments et vous commencez à vous définir par vos retours. C'est un type de pouvoir plus profond, c'est silencieux, c'est invisible, mais c'est ce qui vous rend fort, parce que n'importe qui peut tenir. La norme quand c'est facile, c'est la retenir quand elle a été lâchée qui forge un vrai caractère. Marcus a pratiqué cela jusqu'à ses derniers jours. Il n'a pas laissé le pouvoir le distraire du travail quotidien, de se retourner sur la voie de réfléchir, de corriger et de réaligner ses actions avec ses idéaux. Alors la prochaine fois que vous échec, ne demandez pas si j'ai échoué, demandez si je reviens. C'est ce qui compte. Le retour est la preuve de votre force. Le retour est la racine de votre paix. Le retour est le signe le plus clair que vous grandissez. Pas parfaitement mais puissamment, pas avec du drame mais avec de la discipline, pas avec un grand moment mais avec une décision tranquille de recommencer encore et encore jusqu'au jour où votre vie devient le résultat de vos retours, pas de vos regrets, et c'est plus que suffisant. Il y a une autre partie dont personne ne parle et pourtant elle peut être la plus importante de toutes, le neutre bon, le genre d'action qui n'est pas flashy ni héroïque ni dramatique, juste, tranquillement bien, le genre de chose que vous faites quand personne ne regarde, quand personne ne vous remerciera. Et quand personne ne le sait, mais c'est ce qui construit votre âme, tenir la porte sans avoir besoin de reconnaissance, payer une facture à temps même si elle passe inaperçue, donner à quelqu'un toute votre attention quand vous pourriez être distrait, tenir sa parole juste parce que vous avez dit que vous le feriez. Ce ne sont pas des réalisations que le monde applaudit, mais ce sont les briques d'un caractère fort. C'est ce que Marcus a compris, c'est pourquoi ses enseignements ne se sont jamais appuyés sur la mise en scène, il était fondé sur la cohérence, l'intention et la vérité. On nous a appris à rechercher la grandeur dans les grands mouvements. Mais la grandeur commence dans les petits, ceux qui n'ont l'air de rien. C'est le secret que personne ne vous vend. La grandeur est ennuyeux. C'est la routine. C'est la façon dont vous traitez quelqu'un quand vous êtes fatigué. La façon dont vous parlez quand vous avez le pouvoir de vous enfracher. Mais ne le faites pas. La façon dont vous passez à côté de la tentation de couper les coins. C'est le vrai pouvoir. Et la plupart du temps, c'est complètement invisible. C'est le problème du stoïsme. Il se fout de ce que les autres voient. Ce n'est pas une performance, c'est une pratique. Marcus n'essayait pas de paraître vertueux. Il essayait de l'être. Il s'est écrit à lui-même comme un moyen de rester sur la bonne voie, de ne pas paraître éclairé. Et dans cet espace honnête et non filtré, nous voyons la vérité. Le travail de devenir se fait tranquillement, dans les petits moments, dans la solitude. Le monde nous entraîne à courir ce qui est reconnu. Mais si vous vivez de cette façon, vous serez toujours gouvernail par l'extérieur. Vous ne vous sentirez jamais entier, à moins que quelqu'un vous applaudisse. Le stoïsme renverse cela qui dit ne vivez pas pour les applaudissements, vivez en alignement. Faites ce qui est juste, parce que c'est juste, et que cela suffise, et c'est suffisant. C'est plus que suffisant parce qu'au fil du temps,
Ces petits choix inavisés construisent quelque chose de durable, ils construisent quelqu'un en qui vous pouvez faire confiance, à quelqu'un que vous pouvez respecter, quelqu'un qui n'a pas besoin du monde pour le valider parce qu'il est déjà fondé sur ce qui compte. Sénèque avertit contre le fait de lier votre valeur à ce que les autres pensent. Il a dit que si vous vivez en harmonie avec la nature, vous ne serez jamais pauvre. Si vous vivez selon ce que les autres pensent, vous ne serez jamais riche. Il ne parlait pas d'argent, il parlait de paix, de confiance en soi, de la richesse, de l'intégrité. L'intégrité, c'est faire ce qu'il faut, surtout quand personne ne le voit. Et voici la belle partie. Il ne faut aucun talent spécial. Tout le monde peut le faire. Vous n'avez pas besoin d'être fort, riche, brillant ou réussi. Vous devez juste vous montrer pour vos valeurs et vous n'avez pas besoin de le faire parfaitement. Vous devez juste continuer à le faire de manière constante. C'est là que la vraie force grandit, non pas en étant bruyant, mais en étant stable. Et quand vous vivez de cette façon, quelque chose change. Vous n'avez pas besoin que les gens le remarquent. Vous ne vous sentez pas agité. Quand vous n'êtes pas félicité, vous commencez à vous sentir calme. Parce que votre sens de soi est enraciné à l'intérieur et non à l'extérieur. Marcus n'a pas écrit sur la réalisation d'une grande destinée. Il a écrit sur le fait de faire son travail, de jouer son rôle, de remplir son devoir avec honneur, que ce soit dramatique ou non. Il savait que la vraie bataille était interne. Restez honnête quand il serait facile de tromper. Restez gentil quand il serait facile de s'endurcir. Restez discipliné quand il serait facile de dériver. Et ces choix sont faits dans des pièces calmes, lorsque personne d'autre n'est là. C'est ce qui les rend réels. Alors la prochaine fois que vous tenez votre langue au lieu de craquer, cela compte. La prochaine fois que vous admettrez que vous avez eu tort, cela compte. La prochaine fois que vous résistez à l'attention de commérer, de vous retourner sur ses pas ou de prendre un coin, cela compte. Vous ne ressentez peut-être pas de récompense à ce moment-là. Mais vous construisez quelque chose, vous renforcez la personne que vous voulez devenir et rien, aucun chèque, aucun compte de suivi, aucune validation externe ne sera jamais plus épatant que le fait que vous n'êtes pas ici pour performer. Vous êtes ici pour devenir, et ce devenir se produit silencieusement. Cela se produit dans la façon dont vous avez travers l'ordinaire. Dans la façon dont vous choisissez la dignité plutôt que l'attention, dans la façon dont vous retournez à vos valeurs même lorsque personne ne vous regarde. C'est le genre de force que personne ne peut faire semblant, et c'est le genre de pouvoir que personne ne peut vous enlever. Vous n'avez pas besoin de déplacer des montagnes pour façonner votre vie, vous avez juste besoin de faire le prochain pas honnête, puis le suivant. C'est ainsi que le caractère se construit, non pas avec du bruit mais avec de la présence. C'est le chemin tranquille que Marcus a parcouru et maintenant c'est à vous de le parcourir aussi. Tout le monde ne le choisit pas, mais si vous êtes ici, si vous avez écouté jusqu'ici, peut-être que vous êtes l'un des rares qui le feront et cela compte beaucoup. Plus que vous ne le pensez. Merci non seulement d'avoir regardé, mais d'avoir réfléchi profondément, d'être ouvert, d'avoir choisi de revenir à ce qui est vrai. Merci.